Arthur Schopenhauer a déjà dit, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Comme mon grand-père me disait toujours, à soir, ils vont à écorner les bœufs. Salut Christian. Salut, Yannick. Quelle température! Ah, c'est épouvantable, hein? Sais-tu quoi? J'avais un stress aujourd'hui parce que là, je voyais les vents. Puis pour les gens qui ne le savent pas, toi et moi, on est dans différents studios. Puis veux pas, on dépend un peu des fils. Hein? Et là, je me suis dit, est-ce que Christian va avoir de l'électricité dans son studio? Est-ce que l'Internet va fonctionner? Et visiblement, tout est A1. Tout est A1. Et comme tu dis, effectivement, moi aussi, j'ai eu la même pensée cet après-midi. J'ai également vu que toi, de ton côté, tu avais eu également des problèmes avec l'inondation qu'actuellement sévit en Beauce. Là. D'ailleurs, une pensée à tous les gens de Beauce. Là, j'ai vu ça aux nouvelles. C'est quand même assez épouvantable. Là. Et surtout la deuxième dans la même année. Là. Il y en a eu une au printemps et en voilà une autre là, en automne. Ça commence à faire beaucoup. Mon gars qui est un vrai beauceron, lui, prend le taureau par les cornes ce matin et il dit « Papa, pourquoi tu t'achètes pas un bateau pour qu'on puisse aller vivre dedans comme ça on n'aurait plus de problème? » Ouais, c'est sûr que c'est une façon de voir les choses. Mais vivre sur une péniche. Ouais, mais c'est ça. Mais au Québec, vivre sur une péniche, c'est pas tout à fait comme en Europe, hein. Il y a comme des conditions climatiques qui sont moins favorables à ça. Voilà. Ce soir, dans les radios X-Files, on parle de la chasse aux sorcières. Effectivement, donc je voulais garder un peu le ton de l'Halloween. D'ailleurs, l'Halloween, doit-on la passer maintenant le 1er novembre ou doit-on toujours garder ça le 31 octobre? Je sais pas. Et d'ailleurs, quel était... Je trouvais ça sympathique aujourd'hui, Christian. Il y a eu des appels au 911 pour aller chercher des enfants dans les arbres à Montréal. D'ailleurs, on pouvait se poser la question, quel était le meilleur choix? Faire passer l'Halloween aux enfants le 31 qui était hier sous la pluie ou aujourd'hui sous les vents. Donc c'est comme bon, enfin, c'est une décision qui est un peu surprenante, mais bon. J'espère que les gens, au moins, on n'a pas entendu parler dans les nouvelles que des enfants avaient été blessés. Là, il y a eu cet homme quelque part là, à Bromont, je crois, qui a été blessé par un arbre qui a été déraciné. Ouais. Mais en dehors de ça, on n'a pas entendu parler que des enfants avaient été blessés, là, soit parce qu'ils couraient l'Halloween ou des trucs comme ça. Alors c'est un peu très bon. Ouais, on peut se réjouir de ça. Parlant d'arbres déracinés, je sais pas si tu as vu la photo, elle circule actuellement sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui, sur son terrain, avait un bel arbre et avec le vent, il a fait tomber l'arbre, mais l'arbre au grand complet avec les racines, tu comprendras que son gazon a levé au grand complet aux 4 coins. C'est idée de pas attacher ton gazon aux 4 coins aussi. Exactement. La chasse aux sorcières. Oui, c'est ça. Donc, comme on est dans cet esprit de Halloween quand même, je me suis dit ce serait le fun d'avoir une thématique qui tourne autour de ça. Et j'ai choisi de parler de la chasse aux sorcières parce que évidemment, hier, donc 31 octobre, c'est quand on fête l'Halloween, l'une des figures de proue de cette fête de l'Halloween, c'est bien sûr les sorcières. Et pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Angleterre, à Salem, au Massachusetts, où s'est tenu un procès de sorcellerie là, à la toute fin du 17e siècle. D'ailleurs, l'une des seules véritables chasses aux sorcières. Il y a eu quelques accusations en Amérique du Nord, mais il n'y a pas vraiment eu de chasse aux sorcières en Amérique du Nord, qu'une seule, et elle va marquer les dernières années du 17e siècle. Là, on est aux alentours de 1692-93, quand les premières accusations vont tomber, et ça se tient dans un petit village qui est Salem, au Massachusetts. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand tu visites le village de Salem, évidemment, il y a toutes sortes d'éléments qui nous rappellent cette époque. C'est assez surprenant de voir comment une page sombre de l'histoire de la ville a été récupérée de manière commerciale. Quand tu visites Salem, tout vibre en fait au son ou à l'image de ces sorcières. Même les voitures de police, par exemple, l'emblème de la ville, c'est une sorcière sur un balai.
Hein, et on retrouve ce logo-là sur les voitures de police, sur les camions de pompiers, etc. Donc, on a récupéré cette histoire de Salem, qui est quand même une histoire tout à fait triste, parce que, on pourra en discuter plus longuement avec notre invité de ce soir, un type que j'adore, qui s'appelle Patrick Snyder. Il est professeur d'histoire, il est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, et je le connais depuis des années. C'est un spécialiste des chasses aux sorcières. D'ailleurs, je vais te faire une petite confidence, Yannick. La première fois que j'ai rencontré Patrick Snyder, ça fait quand même de nombreuses années, et j'ai pris un coup de vieux, parce que quand je rencontre Patrick Snyder, il est jeune professeur à ce moment-là, on s'assoit, on commence à discuter ensemble, et il me dit: Monsieur Page, je suis content de vous rencontrer. Quand j'étais jeune, je vous regardais à la télé. Oh, ça fait mal, hein? Et tu dis, ou bien ça fait très, très longtemps que je suis dans ce domaine-là où j'ai pris un sérieux coup de vieux. Mais tout ça, donc, Patrick, il est, comme je l'ai mentionné, il est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont 2 qui tournent autour directement de notre sujet de ce soir. 3 figures du diable à la Renaissance, qu'il a publié en 2007. Et puis en 2000, représentation de la femme et chasse aux sorcières. Et tu vas comprendre pourquoi on insiste beaucoup sur la femme, parce que ce sont les filles d'Ève, ce sont les méchantes. Non, mais parce que dans les chasses aux sorcières, Patrick pourra en parler plus longuement, mais on n'a pas exactement les chiffres. On sait qu'en Europe, ça s'est répandu là. Les gens ont tendance à croire que les chasses aux sorcières se sont tenues durant le Moyen Âge. En fait, c'est au tout début de la Renaissance que les chasses aux sorcières vont se produire. Et elles vont être, comment je pourrais dire, elles vont être motivées par des croyances religieuses, du catholicisme, mais c'est surtout le pouvoir laïque. Hein. Donc, c'est des tribunaux civils qui poursuivent les sorcières. On n'a pas de chiffres exacts. On a eu des chiffres énormes. Je crois, Dan Brown, dans le Da Vinci Code, parle de 13 millions de personnes qui auraient été exécutées, là, mais là, il y avait même pas 13 millions de personnes en Europe à cette époque-là, là. Non, les chiffres sont, on a quand même beaucoup de procès de sorcières qui sont conservés dans les archives. On estime, là, les plus conservateurs parlent à peu près de 90 000 victimes, et les plus pessimistes parlent de pas loin de 200 000 personnes qui auraient été exécutées durant ces grandes chasses aux sorcières, qui ont duré à peu près un siècle, et tu auras compris que 90% des victimes étaient des femmes. Donc, c'est pourquoi le personnage, la figure de la femme va jouer un rôle considérable dans notre perception des chasses aux sorcières. Patrick Snyder, ça a beaucoup tourné, ses études ont tourné beaucoup autour de cette figure de la femme. Il va d'ailleurs parler pourquoi elle a joué un rôle si important. Et tu vas voir que c'est quand même une histoire assez compliquée, les chasses aux sorcières. Hein? Donc, tenez-vous là, soyez-vous bien, parce que il y a beaucoup d'éléments d'ordre historique, politique, sociologique à retenir là-dessus. Et ce n'est pas qu'une cause qui va motiver les chasses aux sorcières. Mais bon, je vais laisser notre invité en parler. Il sera d'ailleurs avec nous en direct à partir de 21h. Donc, les gens à la maison qui nous écoutent, qui voudraient poser des questions, je leur laisse le loisir de te les envoyer par courriel, et on pourra les poser à notre invité si l'occasion se présente. Oui, courriel ou texto, ça fonctionne bien. 88 670 9098, 88 670 9098, ou encore live à radiox.com. Les éphémérides de la semaine, la mort, non merci. Ouais. Écoute, là, je vais aborder un sujet que je n'aborde pas souvent, parce que c'est un sujet qui me terrifie. C'est un sujet que j'exclus de mon langage, de mes discussions. C'est de parler de ma propre mort. Hein, je suis terrifié par l'idée de la mort, et principalement la mienne. Mais là, écoute, ces 2 études, parce qu'on a 2 éphémérides, 2 nouvelles cette semaine, et ces 2 nouvelles sont coup sur coup des publications dans des périodiques scientifiques. Et la première dont je voulais te parler cette semaine, et tu vas voir que les 2 ont un impact considérable sur tout l'univers du paranormal. Donc, cette première étude qui traite de la mort, elle a été publiée dans le périodique scientifique le Neural Image, et il s'agit d'une étude qui a été menée par des scientifiques israéliens, principalement de l'Université d'Israël à Tel Aviv. Et ces chercheurs ont fait une recherche, leur étude portait sur notre vision, notre perception de notre propre mort. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est tout à fait incroyable,
c'est que notre cerveau, comme il est incapable de gérer cette vision de la mort, on en a déjà parlé ensemble, hein? Oui. Les gens posaient la question, pourquoi est-ce qu'on ne rêve pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de rêver à notre mort? On peut rêver qu'on est dans un cercueil, mais on ne peut pas rêver à l'expérience de la mort. Et l'un des éléments qui était proposé par les scientifiques, c'était, oui, mais ce n'est pas une expérience cognitive. On n'a pas vécu la mort. Donc, pour notre cerveau, c'est difficile d'imaginer ce que c'est que d'être mort. Mais en fait, l'étude menée par les chercheurs israéliens vient donner une autre perception à ça. Et cette perception, c'est qu'en fait, on aurait un mécanisme naturel qui empêche notre cerveau de penser à la mort. Et je vais t'expliquer un peu comment ils ont mené leur étude. Notre cerveau, en fait, il évolue avec les expériences, avec les connaissances qu'il emmagasine, et ça lui permet de créer différents scénarios de ce qui va se produire dans un futur plus ou moins proche. Donc, il reçoit de l'information, cogite sur cette information, imagine des scénarios et projette dans le futur quels seront les événements qui ont le plus de probabilité de se produire, que ce soit dans 30 secondes ou que ce soit dans 1 heure. Donc, notre cerveau emmagasine cette information. Et je te donne un exemple, par exemple, si je te montre une photographie avec une orange. Et ensuite, je te montre une photographie avec 2 oranges. Je te montre une autre photographie avec 3 oranges. Donc, ton cerveau va déjà anticiper que la prochaine photographie que je vais te montrer sera une photo avec 4 oranges. Tu comprends? Donc, on anticipe 1 orange, 2, 3 oranges. Donc, la prochaine sera probablement 4 oranges. Donc, si on reprend cet exemple des oranges, les scientifiques israéliens, ce qu'ils ont fait, ils ont regroupé 24 sujets. Et là, on a suivi un peu cet exemple des oranges, mais au moment de présenter la 4e photographie, celle qui était supposée montrer 4 oranges, on a montré aux gens une pomme. Donc, tu comprends, le cerveau est un peu surpris. Je m'attendais à voir 4 oranges et voilà qu'on me montre une pomme. Et on pouvait, à ce moment-là, on avait placé des sujets de manière à bien suivre l'activité cérébrale, l'activité neuronale à ce moment-là. Et bien sûr, on voyait à la présentation de la pomme qui suivait nos 3 oranges, on voyait bien sûr un effet de surprise dans le cerveau. Donc, qui montrait bien que l'anticipation avait été un peu court-circuitée au moment où le cerveau imaginait l'arrivée de la photographie avec les 4 oranges. Ensuite, on a fait ce même exercice-là, mais cette fois en présentant des visages d'individus, des visages d'inconnus, là, bien sûr, et on associait ces images avec ou des mots ou des images relatives à la mort. Donc, il pouvait s'agir, par exemple, d'une photographie d'un cercueil, la photographie d'un cimetière, un cortège funèbre, et puis, de temps en temps, cette série d'images était émaillée de la figure de cet inconnu qui apparaissait à gauche et à droite, qui apparaissait entre les photographies pour bien associer l'image du personnage avec la notion de la mort. Et donc, là, les gens regardaient ça. Et soudain, à un moment donné, on présentait la photo d'un autre individu. Donc, on avait toujours le même individu qui est revenu 5-6 fois durant la séquence. Et tout d'un coup, bang, on tombe avec la photo d'un inconnu. Et là, immédiatement, ce que l'on voyait, c'est au niveau de l'activité cérébrale, on voyait cet effet de surprise. Parce que c'est le cercueil, le bonhomme. Un cimetière, le bonhomme. Donc, on s'imaginait que ce serait la même figure qui apparaîtrait. Et voilà que c'est la figure d'un autre inconnu qui apparaît. Donc, le cerveau est surpris et marque par son activité ce moment de surprise. Et là, dans ce type d'expérience, et là, j'essaie de te résumer ça, c'est assez complexe, mais éventuellement, dans ce type d'expérience, on a remplacé l'image de l'inconnu du final par une photographie de l'individu, du sujet lui-même. Et quand sa photographie est arrivée, le cerveau n'a marqué aucun moment de pause, aucune surprise. En fait, il a tout simplement bypassé l'information. Oh. Il a éliminé cette information-là. Pourquoi? Parce que, visiblement, notre cerveau a une espèce de mécanisme qui l'empêche d'anticiper sa propre mort. Et les chercheurs vont plus loin dans l'étude, ils soutiennent que cette fonction naturelle qui nous permettrait donc de ne pas anticiper notre mort, elle nous permet en fait de protéger l'espèce. Parce que si notre cerveau se mettait à penser qu'on va mourir, ça deviendrait tellement obsédant que même la survie de l'espèce pourrait être menacée. C'est-à-dire qu'au lieu de penser de te reproduire, tu penserais qu'à essayer de sauver ta peau et et rester en vie. Tu comprends? Ça dépend des cas, là. moi, je pense que je me pratiquerais quand même. C'est très intéressant, ça. Oui, et bien sûr, ce même mécanisme
Parce que bon, bien sûr, que l'on veuille ou non, cette idée-là que notre mort, elle est inéluctable, bien sûr, notre cerveau la connaît, cette réalité-là. Et c'est ce qui favoriserait l'adhésion à toutes sortes de croyances de survie. Donc, on est naturellement porté à croire à des formes de survie, que ce soit les revenants, la réincarnation, le paradis, l'au-delà, peu importe. Notre cerveau va favoriser ce genre de croyances parce que c'est une espèce d'échappatoire à une réalité qu'il a de la difficulté à gérer, de la difficulté à concevoir. Donc, tu vois à quel point ce genre d'expérience a des conséquences sur tout l'univers du paranormal et des croyances populaires qui sont associées justement à la survie. Et tout ça pourrait finalement être une réponse à ce refus de notre cerveau d'accepter sa propre mort éventuelle. Et qui a pensé à mettre cette belle fonction-là dans le cerveau des êtres humains? L'évolution. J'aime te voir bouche bée. Oui, c'est ça. Embouteillage visuel maintenant. Écoute, ça aussi, ça vient ajouter à une information sur laquelle on a déjà planché. On a déjà évoqué, en fait, comment je pourrais dire, la fragilité des témoignages visuels. On le sait quand on parle dans les phénomènes paranormaux, c'est souvent, en fait, 90% des informations qui sont rapportées par rapport à des phénomènes paranormaux, ce sont des informations qui tiennent essentiellement dans le témoignage. J'ai vu quelque chose. Et on a tendance à dire, je sais ce que j'ai vu. Et demain matin, t'es sûr qu'il y aura encore entre guillemets, des paranormaleux qui vont essayer de te convaincre qu'on est visité par des extraterrestres ou qu'on est visité par des gens de l'au-delà. Je dis pas que c'est pas vrai, mais qui vont essayer quand même de te convaincre de ça en utilisant essentiellement des témoignages visuels. Oui, mais il y a M. Urtibise qui a vu un ovni. Ah oui, il y a Mme Tartampion qui a vu un fantôme. Et là, voilà que cette information-là, on a déjà évoqué à quel point c'était fragile le témoignage les témoignages qui reposent essentiellement sur des perceptions visuelles. Et comme si on avait besoin de le confirmer, voilà qu'une nouvelle étude vient de paraître dans le Journal of Vision. Donc, c'est un autre périodique scientifique. C'est une équipe de scientifiques, cette fois, qui sont attachés à l'université de Georgetown. C'est en banlieue de Washington, D.C. Et ce qu'ils ont démontré, c'est ce qu'on pourrait appeler un embouteillage. En fait, ils ont découvert une espèce de bug dans le cortex visuel. Et là, j'essaie de t'expliquer encore une fois, on va essayer de ne pas s'enliser dans des explications scientifiques complexes, là. Mais ce qu'ils ont démontré, c'est que notre cerveau, en théorie, il est capable de gérer à peu près 70 images à la seconde. Donc, tu vois quelque chose, et là, ton cerveau, évidemment, cette image-là va s'enregistrer dans ton cortex visuel. Et ensuite, une fois qu'elle est dans le cortex visuel, elle va être acheminée à différentes régions de ton cerveau pour que l'information soit traitée. Tu vois un chien, par exemple, l'image arrive dans ton cerveau, cortex visuel, l'image est enregistrée, elle se promène dans différentes parties de ton cerveau, on gère l'information, c'est une patente qui a 4 pattes, qui a 2 oreilles, qui remue la queue, etc. Et finalement, l'information est gérée, puis on dit, voilà, c'est un chien. Donc, ton cerveau va soudainement identifier l'image, va étiqueter l'image qui se trouve dans ton cortex visuel. Bon, cette action s'appelle la rétroaction. En théorie, ton cerveau est capable de traiter 70 images à la seconde de cette façon-là. Donc, l'information arrive, elle est gérée, puis bon. Mais il arrive parfois, dans des conditions particulières, que ton cerveau ne réussira pas à gérer toute cette information. L'information est enregistrée dans le cortex visuel, elle fait ses allers-retours dans différentes parties de ton cerveau, mais pour X ou Y raison, parce que tu es fatigué, parce que tu es stressé, parce que tes conditions visuelles sont altérées, soit que c'est trop lumineux, c'est dans l'obscurité, peu importe, ou même parce que tu es placé dans une situation de surprise ou dans une situation qui est inhabituelle, quelles que soient les raisons. Ton cerveau va prendre plus de temps à gérer l'information. Et pendant ce temps-là, ton cerveau continue d'enregistrer des images qui proviennent de l'extérieur. Mais quand il y en a trop à traiter, ce que l'étude démontre, c'est que finalement, il va en censurer. Il va l'enlever. Donc, tu reçois, par exemple, des images, et là, ça bouchonne, il dit, ces images-là, je les bypass, je les enlève. Tant et si bien que ton cerveau va reconstituer la réalité de ce que tu as observé, non pas sur le nombre d'images observées, mais sur le nombre d'images traitées.
Donc, c'est un peu comme si tu regardais un film et soudainement, pour une raison X ou Y, ton téléviseur est pas capable de gérer toutes les images du film qui lui sont envoyées, puis il décide d'en enlever. Okay, donc, la perception pourrait être altérée. Absolument. Donc, finalement, ton cerveau, ton téléviseur va te donner l'image d'un film qui n'est pas tout à fait la réalité du film, puisqu'il a retiré plusieurs minutes de film pour pouvoir gérer les images qui lui étaient envoyées. Ton cerveau fait exactement ça. Donc, tu ne peux pas dire « je sais ce que j'ai vu ». Ta vision, ta perception d'un événement n'est essentiellement qu'une reconstitution faite à partir des images qui ont été traitées dans ton cerveau. Et c'est pourquoi deux personnes qui vont être témoins d'un même événement vont raconter souvent des versions qui sont différentes, voire même contradictoires. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles un accident, par exemple, un événement inattendu s'est produit, le cerveau n'aura pas traité les informations de la même façon pour un individu A ou un individu B. Donc, tant et si bien quand tu regardes, et là tu me diras, oui, mais quel est le lien avec le paranormal? Ben, je pense que tu l'as bien compris. Les gens qui observent soit des fantômes, soit des ovnis, bien souvent ces événements-là sont des événements spontanés qui laissent un peu dans un état de surprise le témoin. Et là, bien sûr, il observe ce phénomène aérien ou ce phénomène vaporeux dans une maison X ou Y. Le cerveau doit traiter l'information. Et comme l'information qu'il reçoit, qui plus est une information qui lui est inconnue, ou à tout le moins qu'il l'aperçoit comme inconnue, il va recréer une vision de ce qu'il observe, donnant au sujet l'impression que ce qu'il a vu avait 4 lumières, alors qu'il y en avait peut-être 5. Puis, bon, bref, il va lui donner une image qui est légèrement, sinon beaucoup, différente de la réalité. Donc, il faut excessivement être prudent lorsqu'on prend en compte les témoignages visuels, qui plus est lorsqu'il est question de phénomènes paranormaux, parce que le cerveau va gérer ces informations de manière très altérée, parce que ce sont des événements qui laissent le témoin, qui prend le témoin par surprise, et bien souvent sont associés à des expériences qui sont inconnues, sinon méconnues par le témoin. Donc, j'invite les auditeurs à regarder le dernier segment d'environ 5 minutes, là, lors de leur prochaine chicane de couple. C'est pas de même, ça s'est passé pas tout. Non. Christian l'a dit. T'as pris des images, t'en as rejeté d'autres, là. C'est les bonnes que t'as jetées. On parle maintenant d'une mise à jour sur les momies extraterrestres Nazca. Voilà, tu te rappelles, on avait parlé de ça la saison dernière. On avait reçu d'ailleurs un scientifique qui nous avait parlé un peu, un spécialiste justement des momies qui nous avait parlé de cette histoire. Je rappelle les faits. En 2017, un aventurier qui se décrit également comme un archéologue, un type qui s'appelle Thierry Jamin, qui se trouve en Amérique du Sud. Bon, son objectif, c'est éventuellement de retrouver la cité perdue des Incas, la cité de Paititi. Donc, en 2017, notre aventurier archéologue Indiana Jones à 16h, Thierry Jamin, nous annonce pas qu'il a mis la main sur, mais qu'il se trouve impliqué dans l'investigation d'une série de momies qui aurait été découverte, on parle de momies Incas, qui aurait été découverte dans la région de Nazca, au Pérou. Région de Nazca qui est bien connue des amateurs de mystère parce que c'est l'endroit où on retrouve au sol d'énormes géoglyphes, donc des images, un condor, un singe, un oiseau-mouche, donc d'immenses figures qui ont été tracées à même la Pampa de Nazca, donc qui a fait beaucoup fantasmer les amateurs de mystère. Certains ont même associé ces figures à des terrains d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Donc tu vois, c'est un endroit qui est très chargé sur le plan de la culture populaire et la culture fantastique. Or, Thierry Jamin dit voilà, il y a dans cette région des pilleurs de tombes. Malheureusement, il y en a partout dans les grands pays où il y a une exploitation du patrimoine archéologique. Donc, il y a des pilleurs de tombes qui auraient découvert dans une caverne des momies. Certaines ont des tailles, disons, normales, de taille humaine, 1m60, 1m70. Elles sont recroquevillées, assises en position fétale, comme c'était un peu la mode dans la culture. C'était la tradition dans la culture des Incas. Mais d'autres momies sont beaucoup plus petites. Elles ont à peine la taille d'une
une poupée, là, donc toute petite. Elles font 30-45 cm de haut. Là. Et ces momies sont caractérisées d'abord parce qu'elles ont une tête disproportionnée, de grosses orbites oculaires. Elles ont toutes 3 doigts et elles sont toutes recouvertes d'une espèce d'enduit blanchâtre qui ressemble à du plâtre. Ça sent l'arnaque. Inutile de dire que dès que ces momies ont été présentées, on s'est dit, ça sent l'arnaque parce que des momies, cet enduit blanchâtre, on ne trouve pas ça nulle part dans le cas des momies, soit de la culture pré-Inca, donc de la culture Nazca, ni même chez les Incas, on recouvrait les momies de cet enduit blanchâtre. Les momies étaient simplement placées. Quand on dit momie, il n'y avait même pas de processus de momification comme on en retrouvait en Égypte. Les momies étaient simplement assises en position fétale. Elles étaient vêtues avec des vêtements d'apparat, et généralement le vent chaud et sec du désert était suffisant pour momifier littéralement la momie. Et c'est comme ça qu'on retrouve les momies Incas ou de la période pré-Inca. Ces fameuses momies présentées par Thierry Jamin étaient très particulières. Et qui plus est, le fait qu'elles avaient 3 doigts, le crâne déformé, très rapidement on s'est mis à prétendre que ces momies étaient des momies extraterrestres. Et comme c'est souvent le cas dans des histoires du paranormal et de l'étrange, on quitte le domaine de la science. Là, la science fonctionne plus. C'est en temps normal, quand on trouve des momies, bien sûr, il y a une équipe d'archéologues qui vont là. Ces gens-là sont associés à des universités. Il y a un travail d'analyse qui est fait, puis on produit des résultats, on publie les résultats, puis bon. Mais bien sûr, dans cette histoire-là, l'affaire est tombée dans une espèce de situation sombre. Il y avait quelques scientifiques un peu bizarroïdes, ésotériques. Un archéologue ou un scientifique, par exemple, un Russe, qui commercialisait des machines pour photographier des auras, a été impliqué dans cette investigation. Donc, tu vois, un truc un peu bizarre, et c'était vraiment louche. Et là, on nous annonce que ces momies, on a analysé de l'ADN, elles ont de l'ADN humain, mais ce serait pas des humains, ce serait des extraterrestres. Bref, inutile de dire que dans les milieux académiques, et notre invité qu'on avait reçu nous avait clairement expliqué que tout ça ne fonctionnait pas, puis que de toutes les photographies, les radiographies prises de ces momies montraient très clairement qu'il s'agissait, malheureusement, de cadavres humains qui avaient été mutilés, transformés pour laisser croire, en fait c'est une grosse arnaque, pour laisser croire qu'il s'agissait de momies extraterrestres. Évidemment, les défenseurs de cette réalité extraterrestre n'étaient pas de cet avis-là. Pour eux, c'est sûr que Thierry Jamin était l'homme de la situation et que la position des milieux académiques n'était qu'une forme de conspiration pour étouffer toute cette histoire-là. Et là, voilà qu'on apprend qu'il y a un musée dans la région de Nazca, le musée San Luis Gonzaga, qui a déclaré il y a quelques jours qu'ils avaient les momies dans leur sous-sol et qu'ils allaient bientôt les présenter au public, les mettre en vitrine. Mais cette exposition-là n'aura pas lieu parce que voilà que le gouvernement, en fait, le département de la culture a exigé dans une lettre du 29 octobre, donc il y a 2 jours, le ministère de la Culture a exigé que les momies en question soient retournées à l'État péruvien. Donc, comme on dit, on vient de mettre le pied à terre, là. Ça suffit. Donc là, le ministère de la Culture de la République du Pérou a adressé une lettre au musée de San Luis Gonzaga en leur disant non seulement vous n'allez pas exposer ces momies en vitrine, mais ça vient de se terminer maintenant. Les momies doivent être retournées au département de la Culture, qui eux autres d'ailleurs se sont engagés à faire une analyse et à nous dire enfin quelle est la nature réelle de ces momies et quelles sont les mutilations qui ont été causées aux momies pour nous laisser croire qu'il s'agissait de momies extraterrestres. Donc enfin, après 2 ans de débats et d'arnaques médiatiques, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit, on va enfin avoir le fin mot de l'histoire avec cette histoire-là, et cette fois-là provenant directement des autorités compétentes du gouvernement du Pérou. Juste avant la pause, on vous rappelle que Christian sera en conférence le 9 novembre pour présenter les théories du complot 2 Reload à Montréal, à l'auditorium Richard et Marie-Claire Séguin. Et le 16 novembre, il sera de passage à Québec, à l'auditorium du pavillon Charles de Coninck, pour présenter les théories du complot 2 aussi, donc Reload. Et tu vas être de passage aussi le 15 dans notre show à nous autres.
Ben oui, absolument. Donc, Face à face. parce que c'est le week-end du Salon du jeu de Québec. Oui. Donc, je serai sur place pour présenter ce jeu dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Là, une nuit à l'Hôtel 54. Donc, je serai là pour présenter le jeu. Et comme je serai de passage à Québec à la fois aussi pour cette conférence qui sera donnée à l'Université Laval, ben, j'en profiterai pour faire un saut en studio et on pourra donc animer cette fois-là côte à côte Ben oui. l'émission des Radio X-Files. Ben oui, puis hier, je t'ai entendu dans le show à Denis, dans le retour. Et tu sais quoi, pour une des premières fois, là, Denis a pas parlé pantoute. Il était à Ouais. l'écoute. C'était de toute Et beauté. ben, si tu as entendu l'émission, je Ben pense oui. qu'il nous a envoyé beaucoup des beaux compliments, puis Ben oui. je les ai pris en ton nom et en mon nom parce que c'était très aimable de sa part de souligner le succès de cette émission, puis on est tous les deux très heureux de ça, je pense. Courte pause, on revient. Radio X Files. 20h34, vous êtes sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi. Effectivement, dans la circulation, ça s'est pas vraiment beaucoup amélioré. Il y a encore beaucoup d'attentes, autant sur le pont Pierre-Laporte que sur le pont de Québec. Ne lâchez pas, les amis. Pour les autres, merci d'être là. Merci d'être bien présent. On parle maintenant, Christian, de Madame Lalaurie. Oui, en fait, pourquoi je te parle de cette histoire-là, c'est une auditrice qui m'a écrit cette semaine à ce sujet-là parce qu'elle a vu passer une information concernant un film qui est en préparation et qui touche l'histoire de Madame Lalaurie. Est-ce que tu connais Madame Lalaurie? Pas du tout. Alors, je me suis dit que plutôt que d'y répondre par écrit, probablement que d'autres auditeurs avaient également vu passer cette même nouvelle et peut-être que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas l'histoire de Madame Lalaurie. Alors, j'ai décidé d'en faire un petit segment dans l'émission d'aujourd'hui. Et tu vas voir, on n'est pas trop éloigné des sorcières dans le cas de Madame Lalaurie. Donc, l'information, ce sont les frères Chad et Carrie Hayes. Pour te les situer, ce sont les scénaristes du film La Conjuration 1, que tu as probablement vu, qu'on a parlé à plusieurs reprises dans l'émission. C'est un assez bon film qui est basé sur une histoire de hantise qui s'est produite au Rhode Island dans les années 70 principalement et qui mettait en cause la famille Perron. Et on a donc adapté cette histoire-là au cinéma. On y fait intervenir le couple Ed et Lorraine Warren, de célèbres démonologues américains. Le rôle, on leur donne un très beau rôle dans le film. Dans la réalité, c'était moins important. Leur rôle a été beaucoup plus mitigé que qu'est-ce qu'on voit dans le film. Et les événements ne se sont pas non plus produits comme on le voit dans le film. Néanmoins, ça demeure un très, très bon divertissement. Et comme je l'ai mentionné, c'était construit sur un scénario qui avait été écrit par des frères jumeaux d'ailleurs, Chad et Carrie Hayes. Donc, cette fois-là, on apprend cette semaine que les frères se préparaient à développer une nouvelle franchise qui allait tourner autour de la maison de Madame Lalaurie. Donc, cette maison, j'en mettrai peut-être une photographie sur la page de Radio X-Files après l'émission. C'est une maison que j'ai vue. Je suis allé sur les lieux. Ça se passe, c'est en Nouvelle-Orléans. C'est dans le vieux quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et cette maison a la réputation d'être une maison, en fait, d'être la maison la plus hantée de la Nouvelle-Orléans. Et pourquoi? Parce qu'elle a été le théâtre d'une série d'événements tout à fait épouvantables qui nous ramènent au début, dans la première moitié du 19e siècle et qui met en scène cette dame, Madame Lalaurie. Donc, je te raconte un peu l'histoire. Il faut dire que la maison, elle est fermée au public depuis 1932. Elle a connu plusieurs vocations là, depuis Madame Lalaurie. Elle a été, par exemple, une école de danse, une école pour jeunes. Ensuite de ça, elle était une propriété privée. C'est devenu une espèce de conservatoire. Mais depuis 1932, elle a été à plusieurs reprises. Elle a changé de propriétaire, mais elle demeure une propriété privée. Et d'ailleurs, l'un de ses propriétaires a été nul autre que l'acteur Nicolas Cage, dont je te reparlerai un peu plus tard. Mais bref, la maison de Madame Lalaurie, c'est le théâtre d'événements tout à fait monstrueux, et ça nous ramène à ce personnage, Delphine McCarthy Lalaurie. En fait, qui est-elle? Elle est une jeune femme elle est née d'une famille de riches planteurs de la Nouvelle-Orléans. Et en 1800, donc tu vas voir que peu à peu on va sombrer dans le sordide. En 1800, alors qu'elle a 14 ans, elle convole dans un premier mariage. Elle a un enfant, mais son mari, qui est de 20 ans, son aîné, décède assez rapidement. Et donc, Madame Lalaurie se retrouve veuve, puis elle a même pas encore 30 ans. Elle va convoler en juste noces avec un autre
individu, encore là aussi plus âgé qu'elle, un riche banquier du nom de Monsieur Jean-Paul Blanquet. Et là, de ce mariage va naître 3 autres enfants. Et Monsieur Blanquet va décéder à son tour en 1815. À ce moment-là, Delphine Lalaurie va hériter d'une somme de 160 000 $. On est en 1815, là. Donc, 160 000 $ à l'époque, c'est équivalent à 2,5 millions de $ actuels. Donc, Madame Lalaurie devient... elle s'appelle pas encore Madame Lalaurie, on l'appelle la veuve Blanquet. La veuve Blanquet est plutôt un bon parti. Elle a hérité de ces 2,5 millions. Et puis voilà qu'en janvier 1928, elle va épouser un docteur, le docteur Louis Lalaurie. À ce moment-là, elle a 30 ans, lui a 23 ans. Et de leur mariage va naître un 5e enfant. Donc, Madame Lalaurie a déjà 4 enfants nés de ces 2 unions précédentes. Et avec le docteur Lalaurie, le jeune docteur Lalaurie, elle va avoir un enfant. Et puis voilà qu'ils vont emménager en 1831 dans une nouvelle résidence qu'ils ont fait construire, une luxueuse résidence qui est construite à ce moment-là au 1140 rue Royale à la Nouvelle-Orléans. La maison, elle est très, très connue aujourd'hui. Si les gens visitent la Nouvelle-Orléans et vous prenez, parce que, évidemment, vous êtes à la Nouvelle-Orléans, c'est un endroit qui est très chargé sur l'histoire, le voodoo, le fantôme et tout ça. Donc, il y a des tours guidées de fantômes dans la ville et bien sûr, ces circuits vous amènent invariablement devant la maison de Madame Lalaurie. Mais eux, ils y emménagent en 1831. C'est une nouvelle construction et à ce moment-là, il faut dire que Madame Lalaurie a déjà une espèce de petite réputation. Elle organise des soirées, les gens se retrouvent chez Madame Lalaurie. Ça fait bien d'ailleurs de paraître aux soirées de Madame Lalaurie. Le gratin de la Nouvelle-Orléans s'y donne rendez-vous. La seule chose qu'on peut reprocher à Madame Lalaurie, c'est qu'elle est un peu dure avec ses employés. Puis quand je dis employés, en fait, faut savoir que c'est une époque où l'esclavage existe toujours. Donc, Madame Lalaurie a des esclaves à son service. Certains diront qu'elle est un peu dure avec ses esclaves. Elle a déjà d'ailleurs été accusée de maltraitance envers ses esclaves. L'affaire s'était rapidement réglée en cours. Elle avait payé à ce moment-là une espèce d'amende et puis avait retrouvé la propriété de ses esclaves. Donc, c'est un petit épisode. Mais c'est vrai que les gens qui visitent Madame Lalaurie trouvent qu'elle est parfois un peu vindicative. Et à travers ça, on constate également que des esclaves disparaissent. Et quand on demande à Madame Lalaurie où sont passés les esclaves, elle dit voilà, un tel, je l'ai affranchi. On trouve ça quand même étrange que Madame Lalaurie affranchisse certains de ses esclaves alors qu'elle se présente généralement sous un jour beaucoup plus vindicative, beaucoup plus coercitive envers ses esclaves. Affranchir, je veux dire redonner une liberté. Ou redonner sa liberté. Ouais. Donc, il retrouve sa liberté. Alors voilà que le 10 avril 1834, un incendie éclate dans la maison de Madame Lalaurie. Alors là, la fumée sort par les fenêtres. Les gens des alentours se précipitent pour donner un coup de main au Lalaurie. Et à ce moment-là, il semble pas trop inquiété, c'est-à-dire, on est en train de... Parce que la maison tu comprends, elle a été richement décorée. Ce sont des gens riches, là, les Lalaurie. Donc, on arrive là, ils sont en train de sortir les meubles, des tableaux, des tapisseries qui sont très coûteuses. Et là, quand on demande si tout va bien, les Lalaurie répondent... en fait, on s'informe à savoir où sont les esclaves. Puis elle dit, les esclaves sont partis, sont sortis, il y a rien à craindre, tout va très, très bien. Et mêlez-vous de vos affaires. C'est un peu le mot qui revient, mêlez-vous de vos affaires. Là, donc, les Lalaurie sortent les objets. Mais évidemment, les gens, et en particulier des magistrats de la place, trouvent ça un peu inquiétant, et l'un d'entre eux décide d'entrer dans cette maison où il y a ce début d'incendie. Il accompagne les sapeurs-pompiers qui maîtrisent assez rapidement l'incendie, et lorsqu'ils maîtrisent les flammes, ils constatent qu'il y a une femme qui est enchaînée littéralement au pied de la cuisinière. Et là, cette dame raconte que c'est elle qui a mis le feu à l'endroit pour se libérer du joug de Madame Lalaurie. Donc, on la libère. Et elle va entraîner les magistrats et les pompiers dans le quartier des esclaves, qui se trouve par une sorte de porte attenante à l'édifice principal, une espèce de petit quartier à l'extérieur, à côté, un édifice adjacent. Et là, on va trouver ce qu'on va qualifier un peu de la chambre de torture de Madame Lalaurie. En fait, on va retrouver dans cette pièce
7 esclaves, 3 femmes et 4 hommes. Ils sont enchaînés, ils ont des colliers d'acier autour du cou avec des pics. Ils sont placés dans des positions excessivement inconfortables. Ils sont blessés, ils ont des plaies ouvertes partout sur le corps. Certaines sont infestées d'asticots. C'est tout à fait horrible. Alors, on libère les esclaves. Ils sont transférés dans on appelle le Cabildo, qui est une espèce de maison commune au centre de Nouvelle-Orléans. Et le temps qu'on décide d'arrêter les Lalaurie, ils ont déjà pris la fuite. Alors, les Lalaurie vont gagner l'Alabama, ensuite New York, et ils vont fuir vers la France. Les journaux de l'époque vont rester excessivement évasifs sur ce qui a été trouvé dans la maison de Madame Lalaurie. C'est la seule chose que les médias disent à l'époque, les journaux, ils disent la situation. On a trouvé dans cette pièce des instruments de torture, des éléments tout à fait épouvantables, et la décence, c'est les termes qu'utilisent les médias, la décence nous interdit de raconter l'horreur auquel Madame Lalaurie a soumis ses esclaves. Donc c'était une espèce de docteur Frankenstein. C'était visiblement quelqu'un de monstrueux, mais on ne sait pas trop quelles sont les conditions qu'elle a imposées à ses esclaves. Tant et si bien que donc, au moment où on envoie un avis d'arrestation, les Lalaurie ont déjà eu le temps de fuir vers la France. Madame Lalaurie va gagner éventuellement la ville de Paris, où elle va s'installer, et c'est là d'ailleurs qu'elle va décéder quelques années après. Je pense que c'est en 1863. Elle va décéder, elle a comme 64 ans à ce moment-là. Et avec le temps, donc tu comprends que dans la Nouvelle-Orléans, bien sûr, les gens n'acceptent pas cette situation-là. Donc, les Lalaurie sont diabolisés. On va saccager la maison de Madame Lalaurie. On vole ce qui reste à l'intérieur. On y met le feu. Et éventuellement, la maison devient en fait des ruines un peu abandonnées. Et les gens qui passent autour de la maison de Madame Lalaurie dans les années qui vont suivre vont littéralement se signer en souvenir des atrocités qui se sont déroulées dans la maison. Avec le temps, l'histoire de la maison de Madame Lalaurie va gagner en popularité. C'est-à-dire qu'on va commencer à raconter qu'on y a vu des fantômes, que lorsque l'on passe le soir devant la maison de Madame Lalaurie, on peut entendre des bruits de chaînes, etc. Et puis, éventuellement, on va faire reconstruire la maison, qui va continuer de garder ces histoires de fantômes, mais l'histoire de Madame Lalaurie, avec le temps, va s'amplifier. Là. Des chroniqueurs, 10, 20, 30, 40, 50 ans après les faits, vont commencer à raconter des histoires toutes plus horribles les unes que les autres. Madame Lalaurie aurait essayé de faire un changement de sexe sur certains de ses esclaves. Elle aurait brisé les membres de certains de ses esclaves pour les mettre dans des cages à chiens pour voir comment les os allaient se ressouder entre eux, faisant de ses esclaves des espèces de crabes humains. Elle aurait éviscéré certains de ses esclaves, aurait broché littéralement les intestins d'un de ses esclaves autour de son corps. Elle aurait cloué la langue d'un de ses esclaves. Donc, c'était des histoires qui sont tout à fait monstrueuses et qui vont amplifier cette sordide réputation de Madame Lalaurie. Lorsqu'elle décède, d'ailleurs, elle a 64 ans. Je t'ai dit tantôt 1863. En fait, elle décède en 1849. Elle est enterrée d'abord au cimetière Montmartre à Paris. Et ensuite, quelques années après, en catimini, son corps va être rapatrié en Nouvelle-Orléans, où ses enfants vivent et qui sont pas trop incommodés par la mauvaise réputation de leur mère. Mais on sait dans les lettres qui ont survécu, où à un moment donné, Madame Lalaurie aurait manifesté le désir de retourner en la Nouvelle-Orléans de son vivant. Et son fils écrit un peu à une espèce de tuteur qui gère également les biens de la famille en disant « Il faut absolument décourager maman de revenir à la Nouvelle-Orléans. Le scandale de 1834 est encore trop présent dans les mémoires. » Donc, il n'évoque pas trop les crimes, mais on voit que c'est un peu une patate chaude. Hein. Donc, éventuellement, on va ramener le corps de Madame Lalaurie. Aujourd'hui, elle repose au cimetière Saint-Louis I à la Nouvelle-Orléans, dans un caveau familial. Et bon, éventuellement, la maison de Madame Lalaurie va être reconstruite. Elle va changer de propriétaire à maintes reprises. Curieusement, tous les propriétaires vont connaître des déboires. Ils vont faire faillite. Ils vont mourir prématurément. Et puis, éventuellement, la maison va être achetée, comme je l'ai mentionné, par Nicolas Cage. Là, on est en 2006. Il va acheter la maison pour le montant de 3,5 millions de dollars. Mais malheureusement, lui aussi, il ne peut pas échapper aux déboires de la maison. La maison va être saisie
saisi par le fisc, parce que visiblement l'acteur doit beaucoup d'argent au fisc américain, qui eux vont la revendre à ce moment-là à d'autres propriétaires. Et éventuellement, la maison est rachetée en 2011 par un certain Michael Whelan pour le montant de 2 millions de dollars. Michael Whelan, c'est lui qui est aujourd'hui le propriétaire de la maison. Et cette nouvelle, donc on apprend cette maison, comme tu vois, elle a une histoire très chargée, assez horrible. Et ce Michael Whelan a donné son aval. Hein. Lui, il est le producteur exécutif d'une maison de production qui s'appelle la Faster Horse Picture, qui n'a rien à voir avec les films d'horreur, là, La Conjuration, rien. Il est quand même dans le domaine, dans l'industrie du cinéma. Et il a donné son aval parce qu'on n'a pas vraiment vu d'image de la maison de Madame LaLaurie depuis les 30-40 dernières années. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble à l'intérieur aujourd'hui. Et là, voilà que Michael Whelan a donné son aval pour que les frères Hayes puissent tourner un film, un premier film, à tout le moins dans une saga de mettant en scène la maison de Madame LaLaurie. Et donc, on nous annonce que certaines des scènes seront d'ailleurs tournées dans la maison de Madame LaLaurie. Donc, ça va nous donner une occasion de voir l'intérieur de la maison, à quoi ça ressemble. Moi, quand j'y suis allé, écoute, je suis pas entré dans la maison. La maison appartenait à ce moment-là à Whelan, mais la maison était interdite d'accès. J'y suis allé, j'ai pris plein de photos à l'extérieur, autour de la maison. Je suis même entré de manière un peu illicite. Je suis entré dans une cour intérieure. Là, il y avait une grille qui était ouverte. Je suis rentré, j'ai pris quelques photos. Mais c'est un énorme bâtiment qui a beaucoup changé depuis l'époque où Madame LaLaurie, parce qu'on la voit, la maison, elle a 3 étages, incluant le rez-de-chaussée. Et là, faut se rappeler qu'à l'époque, elle n'était pas aussi grande que ça. Il n'y avait que le rez-de-chaussée et un premier étage. L'autre, le 3e étage, a été rajouté après la reconstruction de l'édifice. Donc, le bâtiment était quand même assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. Néanmoins, cette maison a une réputation tout à fait épouvantable. Et il faut savoir que cette Madame LaLaurie a déjà été portée à l'écran dans la série American Horror Story. Et c'était Kathy Bates qui avait incarné à ce moment-là l'infâme Madame LaLaurie. Donc, j'ai bien hâte de voir ce film-là, quel ton on va donner à ça. Mais c'est vrai que le personnage de Madame LaLaurie est un personnage qui est tout à fait monstrueux. Et quelle que soit l'étendue de ses crimes, parce que une chose qui est certaine, c'est qu'elle a commis des crimes épouvantables sur certains de ses esclaves, probablement beaucoup moins sordides que ce que la presse en a rapporté ou ce que éventuellement la culture ou la littérature a raconté de ces crimes. Moi, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, j'ai enquêté sur l'histoire de Madame LaLaurie. Les documents que j'ai retrouvés restent très évasifs sur les crimes qui ont été commis par Madame LaLaurie, mais sont assez explicites pour qu'on puisse se prononcer sur le fait qu'elle détenait ses esclaves dans une petite pièce, qu'ils étaient enchaînés, qu'ils étaient torturés, mais malheureusement, les documents ne nous permettent pas de dire jusqu'à quel point ces tortures étaient sordides, comme l'ont raconté un peu la culture et la littérature. Christian, quand on parle avec un enquêteur de police, il nous mentionne toujours à quel point c'est extrêmement difficile de faire disparaître un corps. Et on est dans les années 2000. Là. Elle, dans son cas, c'était vers la fin des années 1800, c'est bien ça? En fait, en 1834. L'incendie, lorsqu'on va découvrir les crimes de Madame LaLaurie, on est en 1834 à ce moment-là. On parle de plus de 100 personnes? Non. Elle, quand on entre dans sa maison, là, on trouve 7 esclaves enchaînés. 7 esclaves enchaînés dans une pièce. Et ce sont ces esclaves qui ont été torturés. On sait qu'avant ça, elle avait été accusée de maltraitance sur d'autres esclaves. Ouais. Est-ce qu'elle a eu d'autres? Il y a une histoire qui raconte à un moment donné, on retrouve ça dans la littérature, où des voisins disent avoir vu Madame LaLaurie poursuivre une esclave jusque sur le toit de la maison, et elle l'aurait poussée ou forcée à sauter dans le vide, et la jeune fille serait morte évidemment de la chute. Et des témoins ont dit avoir vu Madame LaLaurie demander à l'un de ses majordomes de prendre le cadavre, de le jeter dans un puits et de s'en débarrasser. On ne sait pas si tout ça est vrai ou ce ne sont que des rumeurs. Ouais. Ce que l'on sait, c'est lorsqu'elle arrive ce fameux incendie de 1834, lorsque les sapeurs-pompiers vont entrer dans le quartier des esclaves, c'est 7 esclaves qu'on va retrouver enchaînés,
torturée et visiblement victime des maltraitances de Madame Lalaurie. Parce que selon la légende, effectivement, ce que je suis en train de lire, on l'accuse d'avoir tué plus de 100 personnes. C'est immense, là, 100 personnes. Ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit, avec les années, l'histoire de Madame Lalaurie a été beaucoup amplifiée. Mais c'est pas autant que ça. Ce que l'on sait, les documents officiels parlent de 7 esclaves détenus dans une pièce qui était dans le quartier de ces esclaves qui était adjacent à la résidence principale. Ben, m'a dit mon Christian Page, là, certaines personnes qui disent qu'ils ont des gages à face là, pour ces histoires-là. Moi, je regarde Delphine Lalaurie, puis jamais j'aurais pensé qu'elle aurait pu faire des crimes aussi atroces. Fait que mon gage à face fonctionne pas, mais pas de D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que Madame Lalaurie, bon, les photos que l'on a d'elle, on a une photo d'elle surtout. On racontait selon ce qui a été rapporté, on disait que Madame Lalaurie était une femme d'une grande beauté, puis elle, comme je le mentionnais, elle organisait ces fameuses soirées. La photo que l'on a d'elle, une photo de l'époque, une photo qui a été prise à l'époque où elle devait avoir à peu près une quarantaine d'années, ne montre pas une femme qui est si jolie qu'on l'a raconté. Je pense qu'on a beaucoup amplifié la dite beauté de Madame Lalaurie, mais tu as tout à fait raison. C'est une femme qui montre une allure d'une femme, une bourgeoise de cette époque. On est loin de Madame Frankenstein. C'est pas l'image que l'on a du monstre que la littérature va donner d'elle, cette description qu'on va donner d'elle. C'est une femme qui est, comme tu dis, c'était pas écrit dans son front, là, tu sais, quand on regarde l'image de la photographie de l'époque. Quelle histoire! 8h54, on fait une courte pause et on vient. 8h58, Christian, on est maintenant rendu au segment tant attendu de la chasse aux sorcières et notre invité est en ligne. Je te laisse nous le présenter. Alors, c'est Patrick Schneider, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Il a écrit 2 ouvrages principalement axés sur notre sujet de ce soir, à savoir Représentation de la femme et chasse aux sorcières, publié en 2000, et puis 3 figures du diable à la Renaissance, publié cette fois en 2007. Et c'est un sujet très complexe. Je connais Patrick Schneider depuis plusieurs années. On a eu l'occasion à maintes reprises de parler de ces grandes chasses aux sorcières. C'est un sujet, comme je l'ai mentionné, qui est assez complexe. On va essayer de le présenter de manière simple, mais en même temps de pas trop faire de raccourcis pour donner une interprétation trop évasive de ce qu'ont été ces fameuses chasses aux sorcières. Alors, Patrick, bonne soirée. Bienvenue à Radio X-Files. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Ben écoute, ça me fait plaisir. Écoute, pour éviter le malaise, comme je te connais depuis de nombreuses années, la bienséance voudrait qu'on se vous voie, mais je vais te tutoyer si tu le veux bien. Parfait. Aucun problème. Alors, écoute, on va parler de ces chasses aux sorcières. Il y a toutes sortes de choses qui sont racontées à ce sujet. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, les gens ont généralement l'impression que les chasses aux sorcières se sont déroulées pendant de plusieurs siècles et principalement au Moyen Âge, ce qui n'est pas vrai. Les chasses aux sorcières vont surtout apparaître au tout début de la Renaissance. Alors, écoute, je vais te céder la parole. Tu es l'expert. J'aimerais qu'on débute d'abord par, si tu le veux bien, ce durcissement de l'Église par rapport à la sorcellerie. Là, on parle d'une bulle papale, hein, pour les gens qui nous écoutent. La bulle papale, c'est une publication officielle du pape. Donc, cette bulle papale de 1484 qui va durcir le ton par rapport à la sorcellerie et qui va déclencher ces chasses aux sorcières. Alors, comment tout ça débute? Oui, mais effectivement, parce que avant la bulle papale, évidemment, on parlait de sorcellerie, de démons, du diable. Mais il faut se rappeler qu'avant ça, il y avait le canon Episcopi, qui est du 11e siècle d'un évêque, Charles de Rouen, qui lui disait que tout ça était des fantasmes, que ça n'existait pas des femmes qui volaient sur le balai, puis que le diable puisse les entraîner où que ce soit. Et tranquillement, on a vu le discours se durcir, mais aussi le discours sur la présence du diable dans la société occidentale prendre de plus en plus d'envergure. Parce qu'il faut se dire qu'avant le 12e, 13e siècle, le diable, on le traitait comme quelqu'un un petit bonhomme à qui on pouvait botter le derrière, etc., etc. Et plus on avance vers cette bulle papale-là, et plus le diable prend de l'ampleur, devient un phénomène duquel on a vraiment peur, parce qu'on a peur de cette idée d'une fin du monde où le diable va prendre le dessus sur Dieu. Donc, ça s'inscrit un peu là-dedans. Donc, la bulle, son nom, c'est Summis Discerendes Affectibus, donc effectivement en 1484. C'est une bulle qui déclare officiellement
le phénomène, qui s'inscrit dans le phénomène de l'Inquisition. C'est une bulle. La spécificité de la bulle, c'est qu'il y a eu d'autres bulles sur les sorcières avant celle-là, mais celle-là donne aux inquisiteurs le pouvoir de torturer les femmes pour leur faire avouer qu'elles ont fait un pacte avec le diable, donc qu'elles sont des sorcières. Ouais. Et le fameux traité qui est le marteau des sorcières de 1486, donc qui vient 2 ans après, débute en incluant cette bulle-là maintenant dans l'ouvrage, ce qui donne à l'ouvrage donc une renommée incroyable parce que l'ouvrage est appuyé par la volonté du pape. Et il faut dire que les inquisiteurs, que ce soit au Moyen-Âge ou à la Renaissance ou au 16e, 17e siècle, vont utiliser le marteau des sorcières pour faire leur chasse aux sorcières. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que si on regarde dans l'histoire, là, quand on arrive à la fin du Moyen-Âge, on a un cas célèbre où on va s'adonner, on va pactiser avec le diable, qui est l'affaire Gilles de Rais. Mais Gilles n'est pas condamné pour sorcellerie, hein. On le menace de l'excommunication pour sorcellerie, mais c'est surtout ses crimes contre les enfants qui vont l'envoyer à la pendaison. Donc on voit à ce moment-là, on n'est plus laxiste sur l'idée de la sorcellerie qu'on va le devenir après cette fameuse bulle papale, cette communication papale du pape Innocent VIII. Tu as mentionné le marteau des sorcières. J'en avais déjà parlé dans une émission où on parlait de codex un peu particulier. C'est le Malleus Maleficarum. Il est publié en fait 2 ans après la fameuse bulle papale. L'un des auteurs est un inquisiteur. Et là-dedans, écoute, Patrick, c'est quand même, bon, je l'ai devant moi, il y a des passages, la femme est décrite de façon tout à fait monstrueuse. Oui. Elle est vraiment là, l'apôtre du diable. Il y a rien, tu sais, je regarde ici, là, j'en lis un petit bout, là. Mais puisqu'au temps moderne, la perfidie, la sorcellerie se trouve plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Écoute, c'est vraiment, on en fait visiblement la fille d'Ève, hein. Les femmes portent en elles le péché originel. Ouais. Et comme le dit les inquisiteurs, si le diable se manifeste, il faut qu'on l'ait invité. Et ce qui invite le diable, ce sont les femmes. Oui, effectivement. Et ce qu'il faut dire, c'est vraiment l'idée de femme. Il faut insister là-dessus, c'est toute femme est sorcière, selon le marteau des sorcières. Il ne s'agit pas de dire, comme dans la culture actuelle, que c'est les vieilles femmes, celles qui sont marginales, les sages-femmes, etc. C'est à partir du moment où vous êtes une femme, vous êtes à le surveiller parce que vous pouvez faire un pacte avec le diable. Cette potentialité-là, elle est inscrite en vous. Et justement, la filiation théologique, c'est celle avec laquelle on associe toute femme comme descendante d'Ève, donc celle qui aurait fait le premier pacte au sens biblique avec Satan. C'est vraiment cette filiation théologique-là qui s'inscrit dans le marteau des sorcières. Dis-moi, Patrick, pourquoi à ce moment-là précisément? Est-ce qu'il y a d'autres événements socio-culturels qui vont intervenir au moment de ce passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance qui va marquer, en fait, qui va obséder, en fait, parce que c'est le pouvoir laïque, en fait, ce sont les pouvoirs civils qui vont se justifier au nom de l'Église, mais qui vont quand même poursuivre les sorcières. Qu'est-ce qui fait que c'est à ce moment-là que ça se déclare? Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que si on parle du phénomène au Moyen-Âge, c'est le pouvoir ecclésiastique, donc le droit canon, qui a priorité, et le pouvoir civil, le pouvoir séculier. Au niveau l'Église condamne au Moyen-Âge et le pouvoir séculier exécute. Tandis qu'à la Renaissance, effectivement, c'est le pouvoir séculier qui condamne et qui exécute. Mais qu'est-ce qui fait cette montée-là? Évidemment, c'est complexe. On a de la difficulté à se l'expliquer encore aujourd'hui. Pourquoi une telle montée? Évidemment, Ève, les sorcières sont les descendantes d'Ève, donc c'est elles qui font le mal. Comme tu le dis, elles sont la présence vivante de Satan. On parle beaucoup dans le marteau de calamité d'un siècle qui s'écoule, de peur de fin du monde. On parle de peste, de famine, etc., etc. Donc, on cherche un sens. Qui est la cause de ce mal-là? Évidemment, au niveau théologique, Dieu devrait pas être celui qui est responsable. Ce qui fait qu'on cherche du côté du diable, et l'instrument visible du diable, c'est la femme. Donc, pour moi, c'est l'explication la plus logique. Et ça s'inscrit quand on lit le marteau des sorcières finement, je le lis depuis 92 en chaque année. Les inquisiteurs ont vraiment, vraiment peur de la fin du monde.
Et pour eux, il faut régler ce problème-là avant que ça arrive. Moi, je dis souvent à mes étudiants, c'est pas nécessairement une mauvaise foi, c'est pas nécessairement vouloir faire le mal, c'est que dans la théologie de l'époque, on cherche une façon de régler un problème encore plus radical, qui est celui de la fin de l'humanité, finalement. Oui, parce que c'est ça, dans ce contexte, il faut bien comprendre que il y a plusieurs éléments. On ne peut pas faire, en fait, une analyse de la chasse aux sorcières en trouvant qu'une seule raison ou qu'une seule cause aux chasses aux sorcières. Tu l'as mentionné, il y a des événements marquants, il y a des famines, des chasseresses, il y a des épidémies. Et à ce moment, on a une vision très manichéenne du monde. Si c'est bien, c'est Dieu. Si c'est mal, c'est le diable. Exactement. Et si c'est le diable, il faut qu'on l'ait invité. À travers ça, il y a également d'autres éléments que des historiens vont évoquer, principalement d'ailleurs le fait qu'au sortir de la guerre de 100 ans, on voit apparaître de plus en plus des petits groupes de gens qui vont s'inscrire dans une espèce de mouvement féministe, une espèce de consensus matriarcal, et ça, visiblement, ça déplaît à certains pouvoirs publics. Oui, le monde. Quoi que là-dessus, moi, je suis plutôt réservé. Cette montée du mouvement féministe-là. Souvent, on va parler de Christine de Pisan, par exemple, qui se met à critiquer le pouvoir religieux et le pouvoir séculier sur la question du droit des femmes, etc., etc. C'est beaucoup récupéré par les mouvements féministes aujourd'hui, où on dit que les femmes et les sorcières étaient des sages-femmes qui avaient un certain pouvoir dans leur communauté et tout ça. Sauf que c'est difficile à prouver et à démontrer. Moi, je pense que c'est plutôt le phénomène d'une peur du fin du monde qui est allié à ces femmes-là qu'on va utiliser comme bouc émissaire, à des croyances qui existaient déjà dans les populations, qui étaient plus ou moins évangélisées selon les régions. Donc, on croyait déjà aux démons, on croyait déjà aux sorcières. Et quand l'inquisiteur vous questionne, ce qui veut dire vous torture et vous pose des questions, vous reconnaissez dans son discours ce qui peut faire partie de votre culture locale, parce que souvent les inquisiteurs connaissent bien la culture locale. Donc, quand on vous parle, est-ce que c'est possible de changer, de faire venir une grêle ou sur un champ? Vous pouvez dire oui, parce que ça fait partie des possibles pour vous. Ça fait partie des connaissances que vous avez autour de vous. Donc, ces possibilités-là magiques existaient dans la tête des gens. Mm-hmm. Et on a beaucoup parlé, par exemple, quand on regarde les procès des sorcières, on a des références. Bon, on n'a pas un nombre précis. J'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission que les chiffres peuvent varier de 80 000 victimes à 200 000 victimes. Donc, on a une fourchette qui est très, très grande. Mais l'un des auteurs qui a écrit sur les sorcières et qui donne un bon aperçu de ces procès, c'est Pierre Delancre. J'ai devant moi, malheureusement, je n'ai qu'une version anglaise, On the Inconstancy of Witches, qui est en fait une adaptation du tableau de l'inconsistance des mauvais anges et démons, publié en 1612, et qui est un peu une référence pour parler des sorcières, mais également, on a comme des aspects qui nous présentent la sorcière de manière différente de celle que la culture populaire va récupérer. Oui, exactement. Pierre Delancre est un cas très intéressant. Donc, Pierre Delancre qui fait sa chasse aux sorcières au Pays Basque, qui est envoyé par le roi. Il y a une visée politique derrière la chasse aux sorcières de Pierre Delancre. Il fait une chasse aux sorcières dans laquelle il va s'attaquer aux sorcières, mais il va s'attaquer aussi au curé du village, à l'évêque, au pouvoir qui est en place. L'idée de Pierre Delancre, c'était de casser le pouvoir ecclésiastique pour le remplacer au Pays Basque par le pouvoir royal ou le pouvoir séculier, selon les spécialistes. Donc, il accuse pas les sorcières de la même chose que on peut retrouver dans le marteau des sorcières. Dans le marteau des sorcières, elles sont accusées d'avoir fait une grêle, d'avoir fait mourir la vache du voisin, des éléments comme ça. Pierre Delancre, lui, les accuse d'une chose assez particulière, c'est-à-dire d'avoir fait un pacte avec le démon, d'avoir été marqué, la marque du diable qu'on dit, qu'on va chercher sur le corps de ces femmes-là, et d'avoir participé au sabbat, donc de s'être rendu à un endroit où il y a une fête festive pour festoyer et s'accoupler avec le diable. Donc, on change vraiment d'univers symbolique avec le cas de Pierre Delancre.
Et Pierre Delancre, ce qui est fascinant, c'est qu'on imagine, et tu l'as mentionné un peu plus tôt, lorsque l'on parle des sorcières, on s'imagine la vieille femme du village, le nez crochu avec la verrue, alors que Pierre Delancre, quand on lit son compte-rendu, il est à certains niveaux, c'est presque érotique la façon dont il décrit les sorcières. Exactement. Pierre Delancre, c'est l'exemple typique pour nous faire sortir de notre vision d'une sorcière, d'une vieille femme laide. Pierre Delancre, pour lui, ce qui est menaçant, c'est la beauté des femmes. Il trouve les femmes basques magnifiques. Il a des lieux où il dit, entre autres, leur beauté, la beauté de leurs cheveux roux, etc. Il voit une sensualité chez ces femmes-là qui sont très peu vêtues ou légèrement vêtues, dans un pays aussi chaud, qui cultivent des pommes, qui boivent du jus de pomme. Donc là, Delancre fait le lien avec Ève, évidemment, et Satan. Et Pierre Delancre considère qu'elles sont des sorcières parce que ces femmes-là, il faut aussi rappeler le contexte, c'est que leurs maris sont partis à la pêche à Terre-Neuve au moins pendant 4, 5, 6 mois par année. Donc, elles prennent en charge l'ensemble de la structure de la société du Pays Basque. Et même, elles sont marguières dans les églises, ce qui scandalise Pierre Delancre. Donc, pour lui, tout ça est un renversement de l'ordre social naturel. Et évidemment, ça montre que le diable a pris le pouvoir sur le Pays Basque. Et malgré toute cette description, souvent presque, comme tu le mentionnais, assez sensuelle de ces femmes, il va quand même en envoyer une dizaine au bûcher. Oui, il a envoyé plusieurs au bûcher, plusieurs ont été emprisonnés. Mais ce qui est intéressant avec Delancre, c'est qu'il voulait aussi, il a emprisonné aussi des prêtres qui se sont évadés envers l'Espagne parce qu'on est à la frontière, et il voulait aussi les passer au bûcher. Et Pierre Delancre, dans son cas aussi, s'attaque non pas à la femme marginale, comme on le pense aujourd'hui, il s'attaque à toutes les femmes de la société. Il s'attaque même à la bourgeoisie, parce que l'idée implicite, comme je le disais, c'est de casser le pouvoir local pour le remplacer par le pouvoir du roi. Donc, il s'attaque un peu large. Mais ce qui a sauvé les femmes du Pays Basque, c'est que Pierre Delancre avait un temps limité pour faire sa chasse aux sorcières. Donc, il y avait quelques semaines à peine. Et les hommes sont revenus de Terre-Neuve lorsqu'ils ont appris ce qui se passait. Et c'est eux-mêmes qui se sont chargés d'expédier Pierre Delancre à Bordeaux. Mm-hmm. Quand on regarde ces chasses aux sorcières, on l'a bien mentionné, donc il y a cette peur du fin du monde, un apocalypse imminent. La peur du diable, elle est bien réelle. Ce n'est pas qu'une invention. Les gens croient réellement, ils ont réellement le pouvoir en place, a peur de ce diable, l'avènement du diable qui semble imminent et qui passe par circuit, par courroie de transmission, par les sorcières. Il y a également ce Pierre Delancre que tu as mentionné, cette fameuse marque de la sorcière. Certains historiens ont dit que les chasses aux sorcières se produisent également à un moment où il y a un puritanisme qui est inscrit dans la société occidentale depuis des années. Et là, pour la première fois, les inquisiteurs se donnent un droit de déshabiller les femmes, de les regarder, de chercher la marque du diable. Cette promiscuité, à quel point a-t-elle joué dans les chasses aux sorcières? Ben, pour moi, le phénomène de la chasse aux sorcières, qu'on garde les traités, parce que j'en ai lu depuis plusieurs années, autant ceux du Moyen-Âge que ceux de la Renaissance, c'est un phénomène qui est relié à la sexualité des femmes, à la sexualité des femmes qu'on dénude, sur lesquelles on cherche la marque, sur lesquelles les inquisiteurs, qu'ils soient clercs ou laïcs, regardent. On regarde un corps de femme nue, ce qui est vraiment dans des sociétés puritaines où les femmes étaient cachées, c'est assez incroyable. Et où les inquisiteurs parlent de la sexualité des femmes avec le diable. On a des scènes dans le Marteau, autant et chez Pierre Delancre aussi, où on raconte comment les femmes vivent leur rapport sexuel avec leur diable, comment elles en jouissent. On parle de la grosseur du membre du diable, comment il s'insère dans la femme, comment le diable choisit la plus belle. Entre autres, chez Pierre Delancre, aller au sabbat, c'est ça. Le diable choisit la plus belle pour s'accoupler avec elle. Donc, le phénomène de la chasse aux sorcières est intimement lié à la sexualité. C'est un élément qu'on ne peut pas nier. C'est vraiment, si vous lisez le Marteau et les autres traités, c'est un texte érotique. Il y a un érotisme puritain qui s'exprime et qui profite du fait qu'on a des femmes considérées comme des Èves, comme des alliés de Satan, pour
regarder ces femmes-là pour les examiner, pour les abuser, parce qu'on ne sait pas aussi ce qui pouvait se passer dans les prisons. Il faut dire, quand vous êtes dénudé, rasé sur tout votre corps, c'est pas rien pour ces femmes-là. Vous êtes agressé, torturé, par des hommes que vous connaissez pas. Donc, il y a un rapport à sensualité, sexualité qui est assez effroyable à ce moment-là. D'ailleurs, tu mentionnais le marteau des sorcières. J'ai ici sous les yeux un passage où il est écrit « Enfin, pour ce qui est du désir charnel de leur corps, d'où procèdent tant de mots innombrables pour la vie humaine. » Oui, exactement. Mais pour les inquisiteurs, il n'y avait rien d'autre que le diable qui pouvait assouvir les désirs sexuels d'une femme. Aucun homme ne pouvait arriver à le faire. Donc, encore là, ils font un lien avec cette sexualité de la femme et le diable parce que c'est lui seul qui peut les assouvir. Oui. D'autres historiens ont essayé de trouver, parce que ça devient, tu l'as mentionné, c'est difficile de trouver toutes les causes qui ont marqué ces chasses aux sorcières. Ouais. Certains historiens ont évoqué la possibilité d'empoisonnement alimentaire, qui a été très controversé, même complètement discrédité dans certains cas, mais est-ce qu'on a des textes précis qui nous permettraient de croire que quelque part tout ça a pu jouer un rôle, pardon? Ouais, mais évidemment, c'est possible, mais une femme pouvait être condamnée pour avoir fait un empoisonnement, mais en même temps, il faut toujours se dire que ce que la femme avoue, c'est qu'elle l'avoue sur la torture. Donc, on lui fait bien dire ce qu'on veut. Et on sait aussi, dans le marteau des sorcières, on en parle, qu'il y avait des femmes qui étaient sages-femmes. Est-ce qu'une potion dans un village pouvait mal tourner? C'est possible aussi. Une femme qui est guérisseuse, qui est herboriste, peut manquer son coup, faire une mauvaise potion qui donne des mauvais résultats, ou le malade est tellement malade que la femme fait ce qu'elle peut et finalement la personne va mourir. Mais dans ce cas-là, elle va être nécessairement condamnée pour la mort de cette personne-là. Mais on n'a pas de preuves parce que ces femmes-là écrivaient pas. On n'a pas leur histoire. L'histoire qu'on a de la chasse aux sorcières, c'est celle des inquisiteurs. C'est eux qui racontent comment on traitait ces femmes, comment on les considérait, mais leur point de vue à elles est tout à fait néant. On n'a aucun point de vue de ces femmes-là. On le sait, en Europe, les chasses aux sorcières ont été particulièrement présentes en Espagne, en France, en Allemagne et en Angleterre. En Angleterre, d'ailleurs, il y avait Matthew Hopkins qui était un véritable zélé de la chasse aux sorcières. Ah oui. Mais quand on regarde, en Amérique, le phénomène a été moins présent, mais on ne peut pas passer sous silence l'épisode de Salem. Et cet épisode, il est quand même différent de ce qui se passait en Europe. Oui, effectivement. Mais juste pour vous donner les chiffres, j'ai un tableau des derniers chiffres qu'on a. Par exemple, pour le secteur des pays et provinces, l'Allemagne, on parle sur le 16e et 17e siècle de 42 000 femmes accusées comme sorcières. Là-dessus, on en a exécuté 25 000 sur le bûcher. C'est quand même pas rien. En Grande-Bretagne, c'est assez puissant, mais on a autour de 5 000 cas. La Pologne, c'est autour de 13 000, mais vraiment l'Allemagne ou l'Empire germanique de l'époque, l'Autriche, la Suisse aussi, c'est vraiment des pays assez incroyables sur le phénomène. Il faut dire que Insistoris et Stranger, donc les auteurs du marteau des sorcières, venaient d'Allemagne. Hein. Donc il y avait une bonne tradition là. Et ça dit aussi, à l'époque, qu'il faut faire attention parce que quand on parle de chasse aux sorcières, un des autres mythes, c'est l'Église catholique qui est uniquement responsable. Les églises catholiques et protestantes ont participé au phénomène de la chasse aux sorcières. Et ce qu'on se constate de plus en plus aujourd'hui, c'est que les églises protestantes étaient plus virulentes que l'Église catholique dans certaines régions. Oui, donc je reviens à Salem. Effectivement, c'est un autre phénomène parce qu'on peut pas parler on l'inscrit pas dans le grand phénomène de la chasse aux sorcières tel qui se déroule en Europe, évidemment. On est en 1662, si je me rappelle bien, là. On décrit encore, évidemment, cette société puritaine-là. Mais c'est important comme phénomène en Amérique du Nord parce que ça a vraiment marqué l'idée du droit aussi. On a 150 personnes qui ont été condamnées, 14 femmes, 4 hommes qui sont morts sur la potence, quand même pas rien, ça marque l'imaginaire. Et là, on part encore avec... c'est un peu complexe, on n'est pas sûr de comment expliquer Salem non plus. Je sais pas si c'est d'accord avec moi. Le rôle de Tituba, une jeune esclave qui a fini par avouer qu'elle avait fait un pacte avec le diable, les jeunes filles qui se sentent possédées, qui racontent tout ça, donc un peu
un peu un emballement face au phénomène. Donc c'est un phénomène qui est super intéressant, mais qui s'éclot rapidement parce que à l'époque le droit a fini par gagner sur la déraison finalement, et c'est là à partir de là qu'on a interdit la poursuite comme sorcellerie en Amérique du Nord, en tout cas pour les États de l'époque. Là. Dans le cas de Salem, ce qui était aussi particulier, c'est que il faut savoir que quelques années avant cette entre guillemets chasse aux sorcières à Salem, le village de Salem, qui était des Quakers, en fait des fondamentalistes chrétiens, le village s'est littéralement scindé en deux. On avait Nord Salem et Sud Salem, et tous les accusés étaient de Nord-Salem et tous les juges et les magistrats étaient de Salem-Sud. Donc, et Salem-Sud était plus libéral que Salem-Nord. Donc, on voit, il y avait comme d'abord une idéologie différente et on a l'impression qu'on avait des vieilles querelles de villages qui ont joué un rôle fondamental dans cette chasse aux sorcières à Salem. Et effectivement, dans le cas de Salem, la chasse aux sorcières a pris fin lorsque les accusateurs ont commencé à pointer à gauche et à droite toutes sortes de gens, et principalement, comme on est en Amérique, on ne parle pas de nobles, mais on parle quand même de gens des bien nantis, des bien vus, notamment la femme du gouverneur, qu'on avait pointé du doigt en disant, on l'a vu participer à un sabbat des sorcières. Alors là, le gouverneur est intervenu en disant, mais tout ça, c'est de la foutaise, et on a mis un frein à cette chasse aux sorcières. C'est ça. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis, ça ramène à l'idée que derrière le phénomène, il faut toujours regarder les enjeux politiques, les enjeux juridiques, les conflits entre certaines personnes aussi ou certains groupes de personnes. On cite toujours la sorcière ou la femme sorcière, ce qui est le phénomène, c'est 80-90% des accusés. Mais en arrière de ça, il y a des gens qui étaient quand même assez intelligents rendus au 16e, 17e siècle pour utiliser le phénomène comme enjeu politique ou enjeu social. Et ça aussi, c'est important de dire. Pierre Delande qui a fait la même chose au Pays Basque. À Salem, la même chose s'est passée. Donc, il faut pousser plus loin l'interrogation que juste que c'est en tout cas pour le 16e, 17e, que juste l'idée, c'est la femme qui est sorcière, alliée du diable, puis on a réglé le problème. Après ça, on passe à autre chose. Non, il faut vraiment aller derrière ça aussi. Qu'est-ce qui motive aussi au 16e et 17e siècle soit les juges ou soit l'inquisiteur? Quand on regarde la chasse aux sorcières, particulièrement à Salem, dans les années 80, en 1980, on a proposé une approche nouvelle à l'affaire de Salem en disant, ce qui était curieux dans l'affaire de Salem comparativement à d'autres chasses aux sorcières en Europe, c'est que beaucoup de gens semblaient présenter des symptômes cliniques. Alors là, on a proposé qu'il y avait peut-être eu un empoisonnement alimentaire avec l'ergot de seigle. Et c'est curieux parce que même si cette hypothèse a été entièrement discréditée par des chercheurs, elle a visiblement pris, on peut dire que la mayonnaise a pris avec le public, parce que encore aujourd'hui, on évoque souvent cet empoisonnement à l'ergot de seigle pour l'affaire des sorcières de Salem. On ne peut pas entièrement l'exclure de l'équation, mais jusqu'à maintenant, on n'a à peu près rien qui permet de croire à cet empoisonnement à l'ergot de seigle, à tout le moins certainement pas un levier aussi important que les querelles de voisinage. Oui, effectivement, mais c'est intéressant à regarder parce que c'est, j'appelle ça la répercussion justement de certaines recherches. J'ai donné le cours sur la chasse aux sorcières la semaine dernière dans mon cours en histoire et je leur ai demandé des explications sur Salem et c'est celle-là qui vient en premier. Donc, ça passe dans le grand public, comme a passé dans le grand public, c'est quand la grande chasse aux sorcières, c'est l'Église catholique au Moyen Âge, comme a passé dans le grand public, et c'est pas une critique du mouvement féministe, que les sorcières, c'était toutes des sages-femmes, des herboristes, qui avaient une certaine forme de pouvoir à leur époque, qui était marginal par rapport à la société, critique de la société. On a ça entre autres dans le mouvement Wicca, qui est les nouvelles sorcières là, pour les gens qui connaissent moins ça. C'est le discours qui a passé dans la population. Mais je leur dis en même temps, il faut quand même faire attention parce que le portrait réel de la sorcière, finalement, on l'a pas. On a ce qui nous est décrit par l'inquisiteur, on a ce qu'on trouve dans les traités, mais à quoi ressemblaient ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles étaient. On va finir par y arriver, mais ça va être difficile parce que, comme tu disais, on pense qu'il y a autour de 101 000 cas
de femmes et d'hommes qui ont été accusés de sorcières. Donc, avant d'avoir analysé les 101 000 dossiers inquisitoriaux, d'avoir fait vraiment un tableau réel de ce que pouvaient être ces femmes-là, leur âge, leurs conditions de vie, dans quel contexte elles vivaient, etc., etc. On n'est pas au bout de nos peines. Mais c'est ça qui va donner le vrai portrait, finalement. Le reste, ça passe à travers la culture populaire, qu'il faut analyser aussi, comme l'approche Wicca, c'est une approche qui tente de revaloriser la femme. C'est des sorcières contemporaines qui s'inscrivent là, des femmes qui prennent le pouvoir sur la société, qui critiquent la société patriarcale. Mais est-ce qu'on peut vraiment partir de ce point de vue-là puis le ramener au Moyen Âge ou au 16e, 17e siècle? Moi, je trouve ça un peu difficile au niveau historique, là. Voilà. D'ailleurs, moi-même, quand je donne des conférences et j'évoque les grandes périodes de chasse aux sorcières, cette idée de l'empoisonnement alimentaire, par exemple l'ergot de seigle à Salem, ou encore l'éclosion de ce mouvement féministe, je dis, ce sont des éléments on doit tenir compte dans l'équation, mais on ne peut pas réduire les chasses aux sorcières essentiellement à ces éléments-là. Ce sont des éléments beaucoup trop faible par rapport à la peur du diable qui, elle, était bien présente et qui a été le moteur premier des chasses aux sorcières. Oui, exactement. Mais ce qu'il faut reconnaître, par exemple, à ce mouvement-là, si on parle des mouvements féministes et Wicca, c'est d'avoir au moins donné des nouvelles hypothèses, d'avoir amené des nouvelles visions de la femme et du lien aux sorcières qui sont très positives. Hein. On pense à Hermione dans Harry Potter, toutes les nouvelles sorcières qu'on a qu'on a maintenant, c'est positif. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas que ça vienne tronquer les faits historiques. Et c'est souvent ça mon inquiétude. Je dis, oui, mais il faut faire attention parce que pour moi, reconnaître que ces femmes-là étaient des victimes innocentes, qui n'avaient pas nécessairement le pouvoir, qui critiquaient pas nécessairement la société, c'est reconnaître justement ce qu'elles étaient profondément. C'est ça, des victimes innocentes d'un système qu'elles ne comprenaient probablement pas. Probablement qu'il y en a qui ont subi qui ont été soumises à la question et qui comprenaient même pas le langage de l'inquisiteur. Donc, qui étaient accusées sur des choses qu'elles ne voyaient pas venir ou qu'elles avouaient sans vouloir l'avouer pour se sortir de cette misère, de cette torture-là. Parce que quand vous êtes torturé, on veut en finir. Et pour en finir, il faut l'avouer, c'est d'accepter d'aller au bûcher, finalement. Oui, exact. Monsieur Snyder, j'ai des questions d'auditeurs qui viennent de rentrer, des questions pertinentes. Là. Quand est-ce qu'on a associé aux sorcières les balais? Quand est-ce qu'on a associé aux sorcières les vols nocturnes, puis la transformation des sorcières en un animal ou encore en divers animaux? Là? Ah oui, ça c'est intéressant. Donc le ballet, vous l'avez déjà dans le marteau des sorcières et Pierre Delangle qui est devenu champion de ça dans son traité. Donc, il faut bien que, pour se rendre quelque part, il faut que les sorcières utilisent, les femmes qui étaient accusées de sorcellerie utilisent quelque chose. Et donc, le balai, c'était l'instrument familier des femmes. Ça fait ce lien entre toute femme et sorcière parce que toute femme, à l'époque, qui avait une maison, qui entretenait maison, avait un balai. Sauf qu'il faut dire que les représentations déjà anciennes montrent les femmes utiliser d'autres choses. Elles peuvent monter sur un bouc, elles peuvent monter sur une chaise ou tout objet pourrait être utilisé pour se rendre au sabbat. Mais la plus commune à l'époque, c'est le balai. Mais pour faire fonctionner, les femmes devaient faire une potion magique, c'est-à-dire qui se faisait avec des enfants morts non baptisés. Donc le gros chaudron apparaît aussi, etc. Donc le balai, c'est un peu ça. Si tu me permets, Patrick, uniquement sur l'affaire du balai de la sorcière, il y a un petit élément qui est quand même un peu amusant. Certains se sont penchés là-dessus et ont dit, oui, il y avait aussi la possibilité, et tu l'as sûrement lu, passons au-delà de la décence et disons-le, que des femmes auraient recouvert des manches de balai d'une substance à partir de la mandragore, qui était la plante des sorcières, la plante fétiche des sorcières. On aurait donc recouvert le manche du balai par de la mandragore, et les femmes auraient utilisé ce balai un peu comme un godemichet, et passant à travers les muqueuses du corps, aurait entraîné des espèces d'états un peu extatique et c'était le voyage de la sorcière. Oui, j'ai vu ça aussi, mais on retrouve pas ça dans la littérature de l'époque. C'est des lectures contemporaines où on l'associe avec l'idée de sexualité débridée des femmes aussi. Mais le balai ou l'objet, c'est un objet qui servait à se déplacer.
pour aller au sabbat. Donc, l'idée de nocturne, c'est aussi ça. Évidemment, on va pas au sabbat le jour. Le sabbat, c'est une contrefête de la vie normale. Donc, on se rend au sabbat la nuit. Le soir, donc le nocturne vient avec ça. On rencontre le diable la nuit aussi. Il faut pas être vu, faut pas être prise quand on va à cette fête-là. Donc la nuit, la noirceur vient avec ça. C'est la période du diable et qui est celle du noir. Ouais. Et tout ça va s'arrêter avec l'avènement du siècle des Lumières. Je crois que c'est Voltaire, à un moment donné, qui avait fait savoir, il dit, les chasses aux sorcières ont simplement envoyé au bûcher des pauvres individus. Oui. Et peu à peu, le pouvoir en place, je pense qu'on est sous Louis XIV, on commence à réfléchir très sérieusement pour mettre un terme éventuellement à ces chasses aux sorcières. Ouais. Ben en fait, on a plusieurs dates. Mais si on parle de la France, par exemple, en 1682, ce qu'on appelle l'édit de Colbert. Donc, évidemment, le siècle des Lumières. Il faut dire aussi l'avancement de la médecine, parce que les premiers médecins, les premiers, ce qu'on appelait la science médicale, là, on se met ça en gros crochet. À l'époque, des médecins qui contribuaient à chercher la marque diabolique sur la femme, qui disaient qu'elle pouvait se déplacer, que la femme avait un utérus qui se déplaçait aussi. Donc, tous ces éléments-là se développent, la science se développe. On s'aperçoit bien que l'utérus change pas de place, qu'une femme peut pas voler sur un balai naturellement, le corps permet pas ça, que les femmes, que toute personne dénudée a une marque quelque part. Donc, vraiment, l'idée des Lumières vient éclairer ça. Donc, l'édit de Colbert, c'est quand même 1682, ce qui va tard, Mais il faut quand même dire que les textes, parce qu'on a, par exemple, on a 1714 pour la Prusse, 1736 pour la Grande-Bretagne, l'Autriche à 1766, la Suède 1779 seulement. Mais il faut dire que c'est très tard, c'est tard, là. Ouais. Mais il faut dire en même temps que souvent le texte va interdire d'accuser et de tuer la femme pour sorcellerie. Mais il y a des gens encore là qui pouvaient être emprisonnés, donc ils passaient pas au bûcher, mais on pouvait les garder en prison. Là, on parlait plutôt de magie ou de création de potions magiques, où on trouvait d'autres façons, encore une fois, finalement, de condamner des gens pour des faits qu'on n'appelait plus sorcellerie nécessairement, même si on en voit quand même jusqu'au 18e siècle dans les prisons de Paris, des gens accusés d'avoir fait de la sorcellerie ou de la magie, mais la condamnation ne devait pas être celle de la mort sur le bûcher. Donc, en fait, la sorcellerie était toujours, entre guillemets, un crime, mais c'était devenu un crime de deuxième zone. On n'était plus dans le crime mortel. Ouais, exactement. J'étais en train de travailler sur l'édition d'un ouvrage d'un moine qui s'appelle Don Augustin Calmet, qui a écrit un traité sur c'était super intéressant, les apparitions des esprits, des vampires, des revenants. Calmet est au 18e siècle, donc 1746-1751. Et dans son texte, il continue à dire que c'est bien que les autorités séculières continuent à enfermer des gens dans les prisons pour des méfaits comme la sorcellerie, la magie, etc. Donc, je ne sais pas combien il pouvait en avoir d'emprisonnés, mais compte tenu qu'Calmet est un érudit, probablement qu'il savait que ça se faisait encore au 18e siècle. Donc, c'est intéressant à fouiller. Et Calmet lui-même reconnaît le pouvoir du diable sur les femmes, cette capacité à faire le mal, cette association-là. Imaginez, on est tard quand même rendu au 18e siècle. Ouais. Puis on se rappellera qu'un des grands épisodes de sorcellerie qui va marquer la fin des chasses aux sorcières en France implique directement des proches du roi Louis XIV, ces histoires d'empoisonnement qui se font un peu dans un contexte de sorcellerie et finalement qui vont éclabousser les proches du roi. Oui, effectivement. C'est la même chose avec Delanque. À partir du moment où on s'attaque à plus haut que soi, ou vous attaquez au roi, c'est évident qu'il va avoir une réaction assez sévère. Mais ça a pris ça quand même pour en arriver à bout de ce système infernal-là. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parle de entre 80 000, on est plus proche autour du 110 000 victimes, même si certains avancent jusqu'à 200 000 victimes. Ben sur les chiffres, il y en a déjà. Moi, quand j'ai commencé dans les années 92, on avait des chiffres dans les traités d'histoire de 5 millions. Là. Finalement, il restait plus grand monde en Europe. Là. 5 millions, il y a personne qui peut prouver ça.
Les chiffres les plus récents, là, si on parle de 2019, là, on avance des chiffres pour le 16e, 17e siècle. Avant ça, on n'ose pas trop. Hein. On s'en tient à dire, on sait pas trop. Donc, on est à 101 000 condamnations au total pour l'Europe. Avec pratiquement la moitié en Allemagne pour le total aussi. Donc, et ça change aussi. On a des tableaux maintenant qui nous disent, mais il y a à peu près la moitié de ces personnes-là qui ont fini sur le bûcher. Donc, il y a un taux d'exécution selon les régions qui peut être très bas. Hein. En Bohême, Hongrie, on est à 20%. Et qui va monter plus haut en Allemagne, par exemple, autour de 60%. En Alsace, on a un taux de 70%, en Lorraine aussi. Donc, le taux aussi, on commence à être capable maintenant, parce que il y a des spécialistes qui travaillent sur chacun des dossiers. On commence à être capable de nommer la femme qui a été condamnée. C'était quoi sa situation de vie? Pourquoi on l'a condamnée? Est-ce qu'elle a été condamnée au bûcher ou est-ce qu'elle a été condamnée en prison? Est-ce qu'elle a passé beaucoup de temps en prison? Là, on est rendu au travail de peaufinement. Il y a un site web international qui va se faire quand tout ça va être plus avancé. Ou pour chaque région, par exemple, Pays-Bas, c'est plus simple. Il y en a seulement quelques-unes. On va être capable de peaufiner notre discours. Donc, ce qu'on appelle maintenant les recherches avec data, là, les immenses recherches, et de travailler dans le corpus inquisitorial d'une façon encore plus précise et plus poussée, en tout cas au niveau mathématique, pour voir de plus près ce que c'est. On a vu apparaître au cours des dernières années, moi j'en ai plusieurs en bibliothèque, des ouvrages écrits par des académiciens, principalement sur les grands chasses aux sorcières en Allemagne, qui donnent effectivement qu'une révision complète des chiffres sur les exécutions, le nombre de personnes qui ont été arrêtées et condamnées. Donc on commence à voir, c'est quand même surprenant de voir qu'il faut attendre, on est en ce début, là, dans cette première moitié du 21e siècle, il faut attendre aussi tardivement pour avoir une vision de plus en plus claire de ce qui s'est passé en Europe il y a quand même 5 siècles. Oui, exactement. Mais il faut en même temps dire que les recherches scientifiques sur le phénomène datent peut-être vraiment avec Duby, etc., de l'humour des années 80. Et ces gens-là ces historiens-là, ces premiers, avaient pas nécessairement accès aux archives telles qu'on peut les avoir aujourd'hui, une disponibilité plus facile des archives. Donc, ils décrivaient le grand phénomène dans son contexte européen. Mais plus on avance, plus on est capable de décrire les particularités régionales, les grands artisans régionaux, etc., etc. Je pense que c'est normal. C'est pas si long que ça au niveau de la recherche entre 40 et 50 ans. Puis il faut aussi se dire que c'est pas la chose la plus subventionnée, le phénomène de la chasse aux sorcières dans une université. Là. Non, c'est moi, j'ai pas de cours qui couvre le phénomène de la chasse aux sorcières de 45 heures. Là. Ça existe pas, en tout cas au Québec, là. Ni en Europe. Ça existe, c'est très rare. Je fais ça parce que j'aime ça. Ça fait partie de mes cours. J'oblige les étudiants à passer par là parce que c'est un phénomène important au niveau occidental, mais j'aurais voulu que faire ça dans ma carrière. Mais c'est un élément qui fait partie des autres enseignements que j'ai à faire et des autres recherches que j'ai à faire. Là. Ouais. Et en terminant, là, aujourd'hui, toi qui connais bien ce sujet-là des chasses aux sorcières et en fait, c'était une page plutôt sombre dans l'évolution de la culture occidentale. Toute cette récupération qu'aujourd'hui on en fait des sorcières, qu'on parle de la Wicca ou qu'on parle de l'Halloween, quel regard tu jettes là-dessus? Ben pour moi, j'ai pas de problème. J'essaie d'avoir une approche historique. Les choses se déplacent, les choses se réinterprètent. Les Wicca, je fais pas une critique des Wicca, je fais juste une critique d'une certaine approche, mais que des femmes récupèrent un phénomène, qu'elles lui donnent une tangente positive, etc. Moi, je trouve ça très bien. Le phénomène d'Halloween, à chaque année, je souris en voyant, parce que c'est toujours la même représentation qu'on voit. En tout cas, c'est la vieille sorcière habillée en noir qui vole sur un balai avec un chapeau. Mais en même temps,
je constate bien que les jeunes filles se promènent avec des costumes qui sont aujourd'hui plus contemporains, plus modernes, plus positifs, parce qu'elles ont à intégrer, l'image de la sorcière positive qu'on voit dans les téléromans, qu'on voit chez Harry Potter. Hermione a donné un coup à tout ça. Donc, il y a des mutations que je trouve fantastiques. Moi, j'en ai un regard d'historien là-dessus. Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient dire de notre société contemporaine? Mais la sorcière est devenue une féministe qui va avec la gentilité des femmes, des jeunes filles. C'est un élément positif de prise en charge de soi, de possession de ses capacités, de ses pouvoirs, de changer le monde, puis de critiquer le système patriarcal dans lequel on est. Donc, comme historien, je trouve ça magnifique, personnellement, là. Ouais. Ben écoute Patrick, c'était tout le temps qu'on avait, ce fut fascinant cette discussion. Moi écoute, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises des chasses aux sorcières et de l'évolution de cette culture et cette société. Ça pourrait perdurer encore pendant des heures, mais écoute, je pense qu'on a donné une bonne idée de comment ça s'est passé. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'on puisse remettre un peu les pendules à l'heure en ce qui concerne les causes de cette chasse aux sorcières, parce que moi encore cet après-midi, j'ai eu une conversation, puis là quelqu'un résumait toutes les chasses aux sorcières à l'ergot de seigle. Et là, j'avais beau essayer de lui dire qu'en Europe, peut-être que ça avait été évoqué dans le cas des sorcières de Salem, mais en Europe, ça n'a joué absolument aucun rôle. C'est quand tu dis, bon, à un moment donné, quand ça fait 4 fois que je suis revenu avec ça, je dis, bon, ok, merci, bonsoir, on va passer. Mais c'est vrai que malheureusement, la récupération que l'on fait amène parfois on éclipse d'autres éléments qui ont joué, qui ont eu des rôles beaucoup plus importants. Et ce soir, on a eu l'occasion de remettre les pendules à l'heure à ce sujet-là. Encore une fois, merci beaucoup de ta participation. Ben, merci de l'invitation, parce que c'est rare qu'on peut parler autant du phénomène. Habituellement, c'est plus limité, donc je suis très content de l'avoir fait avec toi. Ben, merci beaucoup. Aussi et auditrices. Bon, ben, merci beaucoup, Patrick, et à une prochaine. Merci. Bonne soirée. Merci. On souhaite de passer un bon vendredi. Plusieurs sont avec des chandelles ce soir, mon cher Christian. J'en doute point. Écoute, on disait qu'au dernier chiffre, il y avait quoi? C'est 700 000 foyers qui étaient encore privés d'électricité, ou un truc comme ça. C'est quand même énorme. En tout cas, on espère que ces gens-là vont recouvrer l'électricité rapidement. Je sais ce que c'est, hein. Il y a quelques années, j'étais dans ce qu'on a appelé le triangle noir durant cette fameuse crise du verglas. Et qui quand même remonte à une vingtaine d'années maintenant. Mais bon, écoute, cette crise du verglas, on avait été 1 mois sans électricité. Eh boy. C'est énorme. Écoute, pour te donner une idée, puis je viens de faire un petit détour là-dessus, mais quand est arrivée la crise du verglas, moi j'entendais à la radio, c'était le premier ministre Bouchard à l'époque, et les responsables d'Hydro-Québec qui disaient, dans certaines régions, notamment ce qu'on a appelé le triangle noir, il faudra peut-être 1 mois avant de rétablir le courant. Alors moi, j'étais à la maison, j'écoutais ça à la radio et je me disais, 1 mois, ça c'est pour rétablir les pylônes écroulés, tombés, etc. Mais je pouvais pas imaginer mon cerveau, comme on dit, ça computait pas. Mon cerveau arrivait pas à se dire, je vais être 1 mois sans électricité. Je me disais, non, ils vont trouver des câbles, ils vont détourner du courant, du délestage, et d'ici quelques jours, 2-3 jours, je vais avoir de l'électricité. Il m'a fallu un certain temps à force d'écouter les nouvelles, pour bien réaliser que je ne recouvrerais pas l'électricité avant 1 mois. Heureusement, j'avais de bonnes assurances qui m'ont permis d'aller loger à l'hôtel avec mes animaux, donc ça a été parfait. Mais j'essayais de m'imaginer les gens qui étaient vraiment dans des situations très précaires, comment cette période-là a dû être excessivement difficile pour ces gens-là. Écoute, dans la région, moi j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, et les gens en parlent encore. Ils sont restés marqués par cet événement-là qui reste encore unique dans l'histoire du Québec récent. Là, cette panne de courant d'1 mois, là, c'est quand même beaucoup pour des régions très peuplées comme l'était la Montérégie. Donc on lâche pas les amis, ça va revenir dans les prochaines heures, on vous le souhaite. La chasse aux sorcières, c'était le sujet de ce soir, puis je vais t'avouer que j'ai eu des petits frissons là quand on a parlé des bébés pas baptisés là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant, comme je l'ai mentionné aussi dans l'émission, à un moment donné, cet après-midi, j'avais un échange, puis là, la personne revenait tout le temps avec son ergot de seigle, puis je dis bon, OK, ça donne rien là. Mais
c'est vrai que dans la culture populaire, on a véhiculé des hypothèses par rapport aux chasses aux sorcières, et ces hypothèses-là ont pris, dans certains cas, elles ont pris avec le public. L'ergot de seigle pour la chasse aux sorcières de Salem, qui était complètement d'ailleurs discrédité par d'autres chercheurs qui ont regardé les conditions climatiques à l'époque et la façon dont le seigle était utilisé, autant dans la nourriture humaine que dans la nourriture animale. Et cette hypothèse, on y a mis un très sérieux bémol. Et ça n'incluait que le cas des sorcières de Salem. Dans le cas des sorcières en Europe, c'était les motivations, les mécanismes derrière ça étaient tout à fait différents. La principale cause, et je l'ai d'ailleurs souligné cet après-midi sur le site, dans un échange sur le site de Radio X, les principales causes étaient d'abord cette véritable peur du diable. Elle était bien réelle. Ensuite, il y a pu y avoir, comme le mentionnait le professeur Snyder, il y a pu y avoir cette montée du féminisme, mais ça reste un élément secondaire. Et l'autre élément, bien sûr, c'est la sexualité au sortir d'une période de puritanisme qui a été castrante, disons-le, pendant des siècles. Et là, voilà que les hommes vont découvrir la sexualité féminine. Et là, ben évidemment, il y a comme une espèce de fantasme autour de ça qui devient qui n'est plus contenu, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le Marteau des sorcières et chez les inquisiteurs et chez les chroniqueurs de cette époque. Donc, ce sont ces éléments-là. Il faut en tenir compte. On ne peut pas réduire ça à une seule hypothèse. C'est un mécanisme très complexe des chasses aux sorcières, et ça nous éclaire beaucoup sur la culture et sur cette société du début de la Renaissance. Et parce qu'on a toujours l'impression que les grandes peurs d'apocalypse arrive ce qu'on a appelé les peurs millénarisme. Ça va arriver autour de l'an 1000. C'est arrivé, on se rappellera, le fameux bug de l'an 2000. Tout le monde parlait de ça. Puis il y a des moments cycliques comme ça qui se produisent, où dans la culture, il va se développer une peur d'un apocalypse. On se rappellera aussi récemment, en 2012, je sais pas si tu te rappelles de toutes les histoires qu'on racontait, le calendrier Maya, la fin du monde, etc. Donc, il y a de manière cyclique des peurs comme ça qui vont intervenir. Mais Christian, je veux pas t'embêter, mais on parle encore de ça avec l'environnement, là. On embarque là-dedans, là. Oui, absolument. Donc, on a des peurs. Dans certains cas, ils sont justifiés. Tu comprends? Que les gens parlent, qu'ils soient préoccupés par l'environnement. Je pense qu'ils ont des chiffres sur lesquels s'appuyer, même s'il y a des climato-sceptiques. Mais sauf qu'on parle de fin du monde, là, Christian. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'ils ont des chiffres, ils ont des données, et ce sont des données scientifiques. Et on peut toujours les discuter, là. Mais dans le cas de la Renaissance, là, évidemment, on est bien avant l'avènement des sciences rationalistes. Alors, on est motivé d'abord par des croyances religieuses, et l'élément premier, on n'insistera jamais assez là-dessus, parce qu'on essaie toujours d'expliquer l'inexplicable, ou en amenant des éléments extérieurs, alors qu'il faut, dans le cas des chasses aux sorcières, la première peur, c'est la peur du diable. Il y a, comme je l'ai bien mentionné, il y a à ce moment-là des périodes de sécheresse. On a de la difficulté avec les cultures. Il y a également des épidémies. Il y a des situations à ce moment-là qui se produisent en Europe. Ce sont des situations qui sont désagréables. Ce sont des situations difficiles, et on croit que si dans cette vision du monde, si c'est bien, c'est Dieu, si c'est mal, c'est le diable. Et si on assiste à tous ces éléments perturbants, c'est que le diable, il est là, il a été invité, ce sont les femmes qui l'ont invité. Il y a cette véritable peur du diable qui s'inscrit dans les populations, et c'est ça qui va être le moteur premier de ces grandes chasses aux sorcières qui vont malheureusement entraîner des milliers de victimes. Est-ce que ton jeu de société a tout été vendu? Je sais pas s'il a tout été vendu, mais disons que les ventes vont plutôt bien. Ça va vite. Et je suis tout à fait content. Comme d'ailleurs mon livre, Les tueurs de l'occulte, qui en est sa deuxième, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est sorti maintenant, et il en est déjà à sa deuxième réimpression. Alors, moi, je suis très content de ça. Ça va très, très bien. Alors, merci à tous ceux qui se sont procurés à la fois le livre ou le jeu ou les deux. C'est parfait. Et puis, encore une fois, je rappelle que dans 2 semaines, je serai à Québec. Donc, la semaine prochaine, Montréal, le 9 novembre, pour ma conférence « Les théories du complot 2, Reload ». On va parler de la mort de JFK, l'homme sur la Lune, les fameux chemtrails.
Les quoi? Les chemtrails. Ah oui. Et puis la mort, le suicide ou la mort d'Adolf Hitler, oui ou non, a-t-il fui quelque part en Amérique du Sud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Donc on va parler de ça dans cette conférence. Et ensuite, ben ça c'est pour le 9 novembre à Montréal. Et ensuite, ce sera le 16 novembre à Québec, au pavillon Charles-de-Coninck de l'Université Laval. Je te souhaite à toi ainsi qu'aux auditeurs un excellent week-end et on se rejase vendredi prochain, cher ami. Ah, ouais, en espérant qu'il y aura moins de vent à ce moment-là. Ouais, bon salut. week-end. Bye bye. Salut. Radio X Files. Radio X.